Alors bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur Parabellum. Ce soir nous allons parler du conflit au Moyen-Orient, car comme nous le verrons, il continue. Donc nous parlerons aussi bien des questions tactiques. Les missiles sur la base de Diego Garcia, le fameux missile sur le F-35 ainsi que ce qui se passe au niveau politique. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, comme l'expédition des Marines, le navire du Tripoli qui est arrivé justement à Diego Garcia. Donc il commence à s'approcher de la zone avec les deux autres navires. Parlons aussi du fait que le ciblage a beaucoup changé. Ces dernières 72 heures, les Américains et les Israéliens frappent beaucoup les forces terrestres iraniennes. Il est aussi vrai que la marine n'existe pratiquement plus. Au final, ils en ont détruit plus de 140 navires entre les petites embarcations et les navires de la flotte de surface. Maggiore. Nous aborderons aussi la stratégie, comme évoqué dans les épisodes précédents. Nous avions dit que la stratégie iranienne consiste à frapper les pays du Golfe afin qu'ils fassent pression sur les États-Unis. Et cela a fonctionné jusqu'à il y a environ 2 jours. Depuis que certains pays, dont le Qatar et d'autres, se sont plaints du fait que pour réactiver certains systèmes, par exemple l'un des systèmes de gaz liquéfié, il faudra 3 ans. Et ensuite, nous montrerons pourquoi ils craignent autant, parce qu'ils ont des vulnérabilités stratégiques énormes liées à certaines installations qui représentent 30% de la production énergétique ou de la désalinisation, des choses beaux comme ça. Il se passe ce que nous avions dit, c'est-à-dire le risque que la stratégie iranienne pousse ces pays non seulement à faire pression sur les Américains, mais aussi à franchir directement une partie de la ligne rouge. Et devenir coparticipants juste pour mettre fin à cette histoire, parce qu'ils se rendent compte que les Américains ne sont pas capables de le faire. Nous expliquerons aussi pourquoi la stratégie iranienne est difficile à neutraliser uniquement avec des forces aériennes, les fameux tunnels, etc., leur défense en mosaïque. Parce que nous avons tous vu, pendant la première semaine, le lancement de missiles et de drones diminuer, puis il y a eu une reprise. Aujourd'hui, il ne s'agit plus des volumes d'avant, mais d'une centaine de drones et 30 à 40 missiles de façon constante. Cela signifie qu'ils sortent constamment et utilisent la technique du shoot and scoot, c'est-à-dire que le petit camion sort, tire et rentre. Et ils en ont vraiment une quantité infinie. Mais commençons d'abord par des questions politiques, voire de marketing, parce qu'évidemment il y a aussi ceux qui spéculent sur cette guerre. Et au-delà des provocations de Trump, il y a eu des mouvements vraiment importants. Donc nous avons Leonardo Lanzara, Edouard Fontana pour les questions techniques, Daniel Moreau pour les questions politiques relatives à l'Amérique. Donc je t'en prie, Daniel, commençons justement par la déclaration de Trump, où il dit qu'ils ont eu une longue et productive conversation concernant une résolution complète et totale de l'hostilité au Moyen-Orient. Évidemment, il parle des Iraniens. 2 heures plus tard, les Iraniens disent « Nous n'avons parlé à personne et quelque chose s'est passé ». Je vous en prie. Merci pour l'invitation. Alors, commençons tout de suite par cela, parce que Trump a fini de parler il y a 8 minutes à la Maison-Blanche et il est revenu sur ce discours et donc il a essentiellement dit « Nous parlons avec la 3e génération ». C'est-à-dire qu'il a éliminé la première vague, puis il a éliminé la deuxième, maintenant il ne reste plus que la 3e. Il a parlé de ce groupe comme d'une sorte de groupe d'adolescents, un peu fanatiques, mais enfin des gamins, comme on dit à Rome. En substance, si on fait le point, les 3 pays qui semblent les plus actifs sur ce front, donc l'Égypte, la Turquie, le Pakistan. Mon impression en voyant aussi ce qui se dit à Washington, c'est que des rencontres ont eu lieu, probablement pas de façon directe. Mais le message est très clair, il s'est retrouvé dans une situation où, comme vous pouvez le voir dans les sondages, il a chuté comme une pierre ces derniers jours, dans laquelle manifestement il était convaincu, c'est désormais une opinion partagée, de résoudre l'affaire à la vénézuélienne. Il s'est rendu compte que ceux-ci n'avaient aucune intention de céder, mais comme tu le disais, même les pays du Golfe n'avaient pas perçu à quel point la réaction de l'Iran pouvait être drastique une fois qu'il était attaqué. Cela lui a ouvert un problème colossal dans le Golfe, et pas seulement.
Mais vous voyez, surtout en allant en Asie, que cette situation de manque de pétrole, d'énergie et ainsi de suite est en train de causer des dégâts dans le monde entier. Il n'a pas parlé lors de cette rencontre qui a duré environ 40 minutes et qui s'est terminée il y a tout juste quelques minutes. Il n'a pas parlé de questions d'inflation du coût de la vie parce qu'il n'a aucun intérêt à soulever le sujet. Il n'a pas parlé du Liban, si vous voulez. Ensuite, nous verrons pour comprendre. Parce que Trump doit souvent être interprété non pas pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il ne dit pas. Il n'a pas dit un mot sur Israël, il n'a pas dit un mot sur le Liban, sauf qu'il a seulement parlé quand on l'a laissé parler. 2 minutes à peine. On sait que Trump est quelqu'un qui ne tolère pas grand-chose des autres. Ce sont quelques minutes. Il a dit que c'est une opération entièrement américaine avec les Israéliens. Comme pour dire, nous sommes en train de tout gagner, a dit Exet. Des gens aussi doués que nous, il n'y en a jamais eu. Ils affirment avoir les forces armées les plus puissantes du monde. Il a juste fait une de ses blagues habituelles sur l'Ukraine, donc Zelensky, Poutine. J'étais convaincu de pouvoir régler la chose, mais enfin, ces deux-là, je ne m'imaginais vraiment pas que... Ils se détestent vraiment. Il dit, mais regarde, jamais ils se détestent. Le fond, c'est que mon impression, je le dis en tant que vieux journaliste, vieux dans tous les sens, c'est que ce soir italien, après-midi américain, on verra ce qui se passera dans les prochains jours. C'est-à-dire, ça m'a donné l'impression, là, il ne faisait pas le fanfaron, au sens où il n'était objectivement pas en mesure de dire si j'y arrive ou pas. Je dirais une dernière chose, car après tout, vous êtes les experts militaires. C'est-à-dire qu'ils arrivent, comme le disait Mirko, les parachutistes sont en train d'arriver. Là, la question peut être une pression sur ces pourparlers dont ils parlent. À mon avis, ils sont indirects à ce stade. Et de toute façon, ceux qui suivent cette chaîne le savent, cela se passe éventuellement avec ce personnage qui est président de la Chambre, sans qu'on comprenne vraiment jusqu'à quel point. Il ressemble à une sorte de version iranienne du duo Whitcock-Kushner. Ils ressemblent à Toto et Pépino, envoyés à travers le monde, sans interprète, sans carte, à parler on ne sait pas vraiment de quoi. Et puis il s'avère qu'en réalité, les Iraniens n'ont aucune intention de renoncer à l'arme atomique. Là-dessus, il a insisté 56 fois. L'Iran doit oublier d'avoir l'arme atomique. Il n'en est pas question. J'ai dit non et j'ai dit non. Et puis qu'ils fassent comme ils veulent, c'est tout. Alors, relions un peu les points, parce que dans le texte de Trump que je vous ai montré tout à l'heure, il y a aussi une partie secondaire. Rappelez-vous qu'ils lui ont déjà tendu un piège en le faisant venir parler, et ensuite les Israéliens en ont profité pour les frapper. Donc, à mon avis, ils restent assez près du mur. Il y a un énorme problème stratégique. Voici les vulnérabilités du Bahreïn, du Qatar, du Koweït, des Émirats arabes unis, d'Israël, de l'Arabie saoudite, d'Oman, de la Jordanie et de l'Irak. Ils dépendent beaucoup d'une seule installation, dans le sens où ils ont tous au moins une installation. Dans le cas du Bahreïn, il y a même 3 installations, qui représentent presque 30% de l'eau potable, de l'eau dessalée et de l'énergie électrique. Cela signifie que si tu frappes ces 3 installations au Bahreïn, tu leur enlèves 30% de l'eau potable, de l'eau dessalée et de la production d'électricité. Le Qatar présente à peu près les mêmes vulnérabilités. Comme vous le voyez, la majorité des pays a justement ce type de vulnérabilité. Dans le message de Trump, dans la 2e phase, il est écrit « J'ai arrêté, maintenant je vous y ramène », comme ça on le lit, « J'ai arrêté les attaques pendant 5 jours ». La guerre sera post-Paul, pratiquement pendant 5 jours. Contre les centrales énergétiques iraniennes, les infrastructures énergétiques, que se passe-t-il si, dans 5 jours, ils commencent à frapper ces infrastructures énergétiques ? Très probablement, les Iraniens feront la même chose. Aux pays du Golfe, et c'est quelque chose que les pays du Golfe ne peuvent pas se permettre, car ils ont cette vulnérabilité intrinsèque. Il y a aussi un changement,
la stratégie iranienne de faire pression, de causer des dommages aux monarchies du Golfe pour faire pression sur les Américains. Maintenant, petit à petit, elle les amène à devenir une partie active. Les dernières nouvelles, si vous voulez en discuter, Léonard et Édouard, concernent justement le fait que non seulement l'Arabie saoudite est passée d'une position passive à « nous ne répondons pas, nous nous réservons une éventuelle réponse ». Mais il semble qu'ils fassent pression sur les Américains pour en finir et même pour participer conjointement. Et c'est la même chose en ce qui concerne les Émirats arabes unis. Évidemment, si deux commencent, pratiquement tous les autres suivront. Parce qu'au moment où il y a un risque aussi important, si dans 5 jours ils attaquent le système énergétique, eh bien inévitablement ils savent qu'ils perdront très probablement ces systèmes. Et alors, puisque personne n'a rien à perdre, là ça peut vraiment arriver. Le grand chaos où la guerre s'ouvre réellement à tous les pays et pas seulement dans un rôle passif ou défensif. Et ça, je crois que c'est le scénario le plus terrible qu'on puisse imaginer. Car tôt ou tard, nous savons que les Américains céderont et que ces monarchies seront plongées dans une guerre sans fin contre l'Iran. Oui, mais selon moi, justement, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, dans le sens où moi aussi je vois. Bonjour à tous, excusez-moi, je n'avais pas eu le temps de le faire. Moi aussi, je vois cette tendance, c'est-à-dire que les pays du Golfe, essentiellement, semblent plus proches de vouloir entrer directement dans ce conflit. Donc, allant même jusqu'à lancer, peut-être avec leurs forces aériennes, des sorties offensives, en somme, en participant directement aux opérations. À ce sujet, cependant, le premier commentaire que je ferai est que tous ces pays, en gros tous, oui, sont, disons, déjà assez empêtrés dans ce conflit, dans le sens où, non seulement du point de vue d'être attaqués justement par la riposte iranienne, mais ils vivent de cette sorte de limbo où leur territoire, de toute façon, est utilisé par les États-Unis, que ce soit justement parce qu'ils le survolent, parfois même dans certains cas, pour l'utilisation de bases aériennes. Toujours un peu, disons, niais, mais qui finalement a été révélé ces dernières semaines, et même l'une des bases aériennes les plus utilisées. Ici même, cependant, nous arrivons en Jordanie, c'est bien en Jordanie, donc l'une des bases aériennes les plus utilisées par l'aviation américaine. C'est en Jordanie, l'un des pays qui d'ailleurs, au début de la guerre, a déclaré « nous sommes neutres ». Donc ils vivent tous un peu dans cette sorte de limbe. Avec en plus quelque chose qui, disons, a été davantage documenté justement ces derniers jours. Plusieurs pays du Golfe ont également permis le lancement de missiles ATACMS, ou plutôt pas des ATACMS, mais de leurs successeurs, dans certains cas. En somme, depuis les systèmes HIMARS américains, depuis leur territoire, c'est forcément arrivé là, car ils ne pouvaient même pas atteindre la cible d'ailleurs. Il y a aussi des vidéos. Donc, cette introduction, cette prémisse, c'est pour dire que oui, il y a effectivement un risque d'escalade. Du point de vue de voir les forces aériennes, surtout donc aussi les forces de missiles de ces pays, prendre part à des actions offensives et plus seulement défensives, comme elles le font déjà sur leur territoire. Évidemment, mais en tout cas, à mon avis, ils sont déjà assez impliqués. Cela ne changerait peut-être pas énormément les équilibres, parce que je ne pense pas que, et d'ailleurs je demanderai aussi l'avis de Léonard sur ce point, je ne pense pas que les arsenaux, en particulier les munitions de précision de ces pays, puissent vraiment faire la différence pour attaquer les cibles qui comptent aujourd'hui, c'est-à-dire les bases de missiles souterraines et ainsi de suite. Donc, je pense qu'ils ne pourraient pas faire beaucoup plus que ce que font déjà, évidemment, les États-Unis et Israël. Alors que, d'un autre côté, comme Mirko l'a justement fait remarquer, il y a un risque de subir des dommages critiques aux infrastructures, des infrastructures vraiment essentielles, qui, déjà lors des premières représailles iraniennes, disons, de la première semaine surtout, ont été un peu touchées. Comme le dit un homme, avec un fou, un fou, pas un homme mort, ces pays du Golfe, donc. La première représaille a eu lieu, nous l'avons tous vu, et elle a été, selon moi, menée, disons, sans la volonté de frapper justement les installations de dessalement. Donc, ils n'ont pas vraiment cherché à frapper les infrastructures les plus critiques, mais ils ont déjà démontré qu'ils pouvaient toucher toute une série de sites qui, en théorie, sont protégés par soit des systèmes même antibalistiques parmi les plus avancés du monde, soit en tout cas par des défenses aériennes très importantes. Cela veut dire quoi? Pour dire que si justement on fait le test, quitte à tout risquer,
et que ces pays s'unissent donc directement au conflit. Comme vous l'avez dit, je suis aussi d'accord sur le fait qu'il y a une possibilité très concrète de voir ces infrastructures endommagées ou touchées, parce qu'ils n'ont pas démontré dans les premiers jours qu'ils savaient les défendre, en somme, suffisamment contre ce type d'attaques iraniennes. Ensuite, là-bas, beaucoup dépendra aussi des stocks, de la capacité iranienne à continuer de lancer ses missiles et ses drones, qui cependant, à ce jour, semblent tout de même se maintenir à un niveau dangereux. Voilà. C'est à moi, oui, bonjour à tous, oui, c'est absolument juste. Je vais la raconter comme ça. Quand cette histoire a commencé, l'Iran avait deux stratégies possibles. La première, attaquer des objectifs militaires. Et donc simplement lancer tout ce qu'il avait contre les bases de la région du Golfe. Point final, une approche pas vraiment asymétrique, mais un peu moins. Et puis la deuxième possibilité, attaquer aussi des cibles civiles pour faire ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire exercer une pression politique et diplomatique sur les pays du Golfe, sur le terrain, de manière à toucher la population, le sentiment de sécurité, l'opportunité de ce qui se fait au niveau politique et pousser Washington à arrêter cette attaque contre le Cher. La deuxième option, une approche plus stratégique. Ils ont sacrifié une partie de l'arsenal qui aurait pu être utilisé pour frapper la base de Salti en Jordanie ou toute autre base américaine dans la région pour exercer une pression politique. Juste faux. D'un côté, ils auraient pu attaquer avec plus de force des cibles militaires pour avoir moins de riposte contre eux, parce que tu admets que tu commençais à frapper comme cela s'est déjà produit, plus de ravitailleurs, plus de chasseurs bombardiers, plus, tout cela te tombe dessus en moins grande quantité. Au lieu de cela, ils ont opté pour une approche plus politique et stratégique. Ça a du sens. Je ne sais pas si ça marchera. Ce que nous disions avec Mirko depuis le début, c'était ce choix plus stratégique de l'Iran qui a du sens. C'est dangereux parce que tu risques de t'attirer plus d'ennemis. Au début, les pays du Golfe ont répondu avec la note de vive protestation qui plaît au général Capitini et ils n'ont pas dit grand-chose de plus. Maintenant, après quelques semaines, vous voyez, on commence déjà à voir certains qui rongent leurs freins et qui voudraient intervenir militairement. L'Arabie saoudite, en tant que force aérienne de la région du Golfe, c'est peut-être la meilleure, celle qui a un peu plus de tradition, un peu plus d'entraînement. Je ne sais pas combien, parce qu'il y en a certains que je ne nomme pas, qui disent que les forces aériennes du Qatar, des Émirats arabes, sont plus pour les défilés qu'autre chose, qu'elles n'ont pas de réelle capacité opérationnelle, qu'elles ont de beaux appareils, de belles armes, mais qu'elles ne sont pas vraiment capables de mener à bien des missions. Je ne sais pas, mais j'ai aussi ce doute. À ce stade, l'Iran, et je conclus, doit tirer les conséquences de son choix stratégique. A-t-il bien ou mal agi? Nous allons le découvrir. Récemment, nous avons constaté plus d'attaques contre Israël. Je dis bien, Mirko, il y a eu un déplacement des activités. Maintenant, je vais vous montrer un graphique qui est un peu biaisé du point de vue des chiffres, réalisé par Anadolu, qui est turc, donc il exagère peut-être un peu. Mais l'histoire, cependant, est indéniable. Donc ne regardez pas les chiffres, qui selon moi sont le double, le triple de ceux de toutes les autres sources. Mais il est indéniable que nous avons vu entre février 1928 et mars 2015, regardez les flèches, c'est l'Iran qui attaque. Plus ou moins répartis un peu vers tout le monde, beaucoup vers les Émirats arabes unis, assez vers le Koweït. Et puis en décroissant, l'Arabie saoudite, Bahreïn, etc. Si vous remarquez, à partir du 16 au 18 mars, ils ont pratiquement cessé d'attaquer Oman, la Jordanie, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie saoudite, le Koweït, etc. Et tout s'est concentré vers Israël. Ce qui a du sens parce qu'on peut dire que la tête de cette idée se trouve plus du côté de Tel Aviv que de Washington. On peut le dire ou on va être pris pour des complotistes, des gens qui parlent seulement des dossiers Epstein. Disons la vérité, il y a beaucoup de farine du sac israélien derrière cette histoire
Et peut-être que les Iraniens ont compris que leur stratégie, très stratégique, très politique, fonctionne plutôt bien. Et alors, ils commencent à frapper fort sur Israël pour le convaincre. Et ici, je pense qu'à un moment ou à un autre, nous parlerons des taux d'interception, parce qu'il y en a qui passent. C'est vrai. Oui, il y a une grosse censure sur Israël, je vous le dis, les journalistes sont bloqués, etc. Voici les données, on peut remarquer la baisse, 28 février entre missiles, drones, 350 missiles, 800 drones, etc. On peut voir clairement qu'autour du 8, entre le 8 et le 9, il y a une chute incroyable. Ensuite, vous remarquerez qu'il reste constant, et maintenant, il y a même une légère remontée avec quelques missiles, parce qu'évidemment, cela devient difficile, comme nous le verrons, de les utiliser. Ils sont traqués. On voit de nombreuses vidéos de bombardements visant précisément des drones individuels, sous un pont ou à la sortie d'un tunnel, etc. Beaucoup moins en ce qui concerne les drones, qui restent constants. S'il y a une constance, de mon point de vue militaire, cela signifie que tu n'es pas capable de réduire la réponse de la force de l'adversaire en dessous de ce seuil. Et puisque ce seuil est suffisant pour créer beaucoup de problèmes aux pays du Golfe, je dirais que tu n'as pas atteint ton objectif. J'ajoute une chose. À partir de ce graphique, un détail est évident, peut-être qu'on le remarque peu. Les missiles que vous voyez, ceux en rouge justement, incluent en théorie à la fois les balistiques et les missiles de croisière, mais d'après ce que je sais, dans ce cas, il s'agit en grande partie de missiles balistiques. Les Iraniens utilisent beaucoup les missiles balistiques, et il est vrai qu'ils semblent peu nombreux quand on les voit comme ça. Mais rien que d'imaginer 1015 missiles balistiques par jour pendant des mois. Si vous regardez le conflit russo-ukrainien qui a évidemment une quantité astronomique d'armement lancé, 1015 missiles balistiques par jour, ce n'est vraiment pas peu. Évidemment, ici, nous n'en parlons pas. Je te donne un parallèle, Edouard. La dernière attaque menée par les Russes comptait 300 drones, je crois, 10 de différents types de Kapaka et 7 missiles balistiques, Iskander. Exactement, mais on parle en moyenne de 25 à 30 Iskander par jour. Oui, et en effet, c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer, parce que nous sommes désormais habitués à ces très grands nombres de drones, et donc peut-être nous sous-estimons l'importance pourtant très forte de ces missiles balistiques. C'est-à-dire, s'ils ont surtout la capacité de continuer à ce rythme, j'aimerais dire que bientôt, ils auront aussi la capacité non seulement de lancer ceux qu'ils ont en stock. À l'intérieur des bases en montagne, une certaine production se poursuit, du moins pour certains modèles, parce que maintenant, si je ne me trompe pas dans ce graphique, ils en ont compté jusqu'à 1400 missiles lancés, disons que la grande majorité d'entre eux sont balistiques. Les données sur les stocks d'armes balistiques de l'Iran, évidemment, varient selon la source qui les consulte. Mais si la guerre devait continuer ainsi pendant des mois, évidemment, ces stocks initiaux seraient épuisés. En substance, et ce sera la preuve irréfutable que les Israéliens et les Américains n'ont pas réussi à neutraliser toute la production, en somme, d'armes balistiques. C'est aussi l'un des objectifs clés. Si l'Iran parvient à préserver et à déplacer une partie de la production d'au moins un modèle balistique à courte portée et un modèle balistique à moyenne portée, disons-le ainsi, le strict minimum pour continuer à menacer au moins Israël et les pays du Golfe, s'il parvient à établir une production de ces deux modèles. À l'intérieur de bases souterraines, ou en tout cas dans des zones inaccessibles aux États-Unis et à Israël, donc généralement souterraines, ou du moins dans le coin du pays qu'ils atteignent le plus difficilement, c'est une carte très importante. Je vais y revenir. Dans un conflit d'usure, c'est-à-dire si cette guerre ne s'arrête pas et devient générale comme le conflit russo-ukrainien. Voilà, ici, tout le discours du début de la guerre sur les stocks et la production d'intercepteurs prendra vraiment tout son sens. Parce qu'une chose est si ça dure un mois ou deux, une autre chose est si ça dure plus longtemps. Avec un adversaire qui peut envoyer 10... Excuse-moi, il n'a pas besoin de lancer. 100 missiles, de toute façon, on l'a vu même quand ils en ont lancé. 300. Les dégâts, au final, n'étaient pas nombreux. Surtout sur les objectifs militaires, du moins ceux de l'année dernière. Aujourd'hui, ils ont réussi à toucher beaucoup de cibles de manière beaucoup plus précise. Surtout, on a vu les systèmes radars, les THAAD, etc. Pour eux, il suffit de lancer une centaine de drones et 25 missiles par jour pour maintenir une crise devenue politiquement insoutenable pour les Américains. Qui probablement, pour faire cela, ils ont des stocks pour 6 mois ou 1 an. Honnêtement, en tenant compte aussi de la production, ils peuvent donc maintenir cette stratégie. Voici les statistiques, pays par pays. Missiles iraniens, balistiques et drones lancés contre l'Arabie Saoudite.
Comme vous pouvez le voir, et ceux-ci sont au Bahreïn, ils ont progressivement diminué, vous pouvez le voir, ceux-ci sont contre les Émirats arabes unis. On peut clairement voir une baisse par rapport à la stratégie initiale. Ce que tu disais sur la défense en mosaïque, que j'ai souvent répété, si vous regardez l'Iran, ça ressemble à Mordor. Si tu es entouré de montagnes et qu'il y a une vallée au milieu, bon courage. Essayer d'envahir un pays comme celui-là, ce n'est pas le Venezuela. L'Iran compte plus de 90 millions d'habitants. Mais le point le plus difficile, c'est justement qu'ils se préparent à ça depuis 40 ans. Et ce genre de base, comme on peut le voir, sortent le fameux shoot some, shoot and scoot. Ils sortent, tirent, mais ils restent ici à l'intérieur la plupart du temps. C'est vrai que tu peux leur détruire les galeries et les enfermer à l'intérieur, mais sûrement, un peu comme les taupes, ils ont des dizaines et des dizaines de sorties. Ce sont aussi des images de propagande qui te montrent une énorme base, mais j'ai souvent remarqué, même dans les vidéos où ils ont été touchés, que parfois ce n'était qu'un simple trou. Sur le côté de la montagne, il y avait en fait un camion, c'était une couverture pour un camion, et ils peuvent en faire autant qu'ils veulent. Voilà, cette façon de faire, tu ne l'arrêtes pas avec la force aérienne. C'est comme les bunkers d'Albanie. Les bunkers d'Albanie. J'ai vu une question, je m'y suis accroché pour commenter. Il s'agissait du nombre de lanceurs encore en service à ce moment-là. Un des discours les plus répandus depuis le début de cette guerre, ce sont surtout les Israéliens qui disent que les forces israéliennes ou américaines ont détruit une grande partie des lanceurs. Donc, de façon optimiste, surtout dans les premiers jours, on disait « nous avons neutralisé une grande partie de la menace iranienne ». Or, évidemment, d'après les données que nous avons vues, ce n'est probablement pas tout à fait vrai. Je fais remarquer que tout d'abord, évidemment, je ne le sais pas. Voilà, la réponse est que je ne sais pas exactement combien ils peuvent en avoir encore. Je dirais qu'il faut se méfier de quiconque prétend le savoir. Voilà, comme première réponse. Mais il faut surtout se méfier de ces chiffres, souvent relayés dans les médias grand public, généralement issus de sources israéliennes, parce qu'ils parlent de centaines, si ce n'est pas la dernière fois qu'on est arrivé à 300 ou quelque chose comme ça, des lanceurs qu'ils disent ensuite être détruits ou inutilisables, donc eux aussi se laissent une porte de sortie. Avec cette déclaration cependant, si l'on considère que d'après les preuves visuelles de leurs vidéos, qu'ils ont tout intérêt à publier, parce que, évidemment, d'ailleurs, il s'agit toujours d'attaques de précision, donc en grande partie, voire selon moi la totalité de ces attaques, sont filmées essentiellement comme preuve visuelle. Nous en sommes arrivés à environ 40 lanceurs touchés, détruits, et non pas 300, voilà. D'abord, attention à considérer les lanceurs comme quelque chose d'aussi irremplaçable. Ce sont des camions avec, un système télescopique de lancement, une rampe qui bouge. À mon avis, ce n'est rien de si high-tech. Voilà, on se concentre un peu trop dessus comme s'ils étaient en somme irremplaçables, alors qu'une des productions les plus faciles à relancer, c'est justement celle des lanceurs. Et puis toi, tu parles des lanceurs, toi, des missiles, des lanceurs de drones. Ah, justement, c'est vraiment ça. C'est un APCAR avec une rampe, pratiquement oui. Parfois, un simple balcon suffit, pas besoin d'APCAR. Quelqu'un te l'apporte et c'est tout. Je vais présenter d'autres graphiques pour illustrer le croisement des données. On observe une forte chute initiale, puis une relative stabilité. Comme vous voyez, les données sont similaires sur 30, 20, 25, 38 et à peu près sur la centaine de drones. Comme vous voyez, avec cette tendance constante, évidemment, les marchés la pression. C'est-à-dire pour les assurances maritimes, qu'il y ait 25 drones ou 100 drones, qu'il y ait 10 missiles ou 30, cela ne change absolument rien. Le fait est, ils t'assurent même s'il n'y en a qu'un seul qui vole, donc ils peuvent maintenir davantage et ils sont en train de s'adapter, j'imagine. Donc dans cette adaptation, ils vont probablement augmenter. D'ailleurs, on ne peut pas parler des missiles, mais il y a les mines. Les navires n'ont pas seulement à obtenir cela, car à Hormuz, il suffit de choses bien plus jetables, économiques et nombreuses. Même des drones, c'est-à-dire des drones navals suicides, même des drones FPV, ils peuvent arriver là-bas. Ils feront peu de dégâts, bien sûr, mais si on tue l'équipage du navire, peut-être qu'on ne le retrouve plus facilement, l'équipage du pétrolier, qui veut venir faire son travail. Les pauvres, il suffit qu'ils touchent à la partie propulsive. Ainsi, nous revenons à la question politique. Les traders du pétrole, après l'annonce de Trump et le démenti de l'Iran, misent sur les contrats à terme et gagnent de l'argent. Il y a eu un trafic de, si je ne me trompe pas,
1000 milliards pour 650 millions. Si tu veux nous expliquer, Daniel, pourquoi ils en parlent et en quoi c'est pratiquement une mission, je t'en prie. Non seulement ils en parlent, mais si vous allez voir sur les différents réseaux sociaux pratiquement du monde entier, il y a un consensus rare dans ces situations. Pratiquement tout le monde dit qu'il y a eu un délit d'initié colossal quelques minutes avant que Trump ne prenne la parole. Et si tu vas exactement au cinquième, le voilà, au cinquième paragraphe du communiqué BBC, il y a la réaction de la Maison-Blanche face à une accusation qui met pratiquement tout le marché d'accord. La Maison-Blanche dit que nous luttons contre le délit d'initié, comme pour dire sans vraiment dire, mais en substance, c'est quelque chose qui est né chez nous. L'autre considération, qui est plutôt d'ordre politique, te ramène à toute l'organisation de ce second mandat de Trump. C'est que la Sécu de New York, donc l'organisme qui devrait en théorie lutter contre le délit d'initié, la dernière chose qu'il songerait à faire avec ce président, c'est d'aller vérifier si par hasard quelqu'un est devenu riche en 15 minutes. Donc, non seulement t'envoies un très mauvais message de type corrompu, en substance t'as volé, disons-le comme ça, t'as volé. Et dans la déclaration, dans la réponse donnée justement à la BBC par la Maison-Blanche, il y a une demi-admission que tout est né et c'est la chose la plus probable du monde. Parce qu'il était vraiment difficile d'intervenir avec si peu de minutes d'avance sur un événement comme celui-ci. Non puoi muovere Comunque, la 750. Tu ne peux pas déplacer 650 millions de dollars en 1 heure si tu n'es pas déjà préparé à le faire. Absolument. Non seulement cela, mais tu dois aussi avoir un système prêt à accueillir ce type de pari. Et tu dois, j'insiste, savoir que même si jamais ils te prennent et peut-être qu'un journaliste d'investigation te découvre dans les prochains jours, la SEC ne te fera absolument rien. C'est-à-dire que tu as joué à l'intérieur d'un système où tu as eu des informations que tu ne pouvais pas utiliser au détriment des marchés. Parce que tu as volé l'argent aux autres investisseurs. Ce n'est pas que tu as volé l'argent, on ne sait pas à qui, tu l'as volé au marché et qui doit contrôler la régularité de l'opération du marché. Tu sais déjà qu'il te laisse emporter le butin. Et bonne nuit à tous. Ce sont des opérations, et je termine là-dessus, qui en réalité, depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump, ont été enregistrées. Les enfants sont devenus sur Internet la risée de nombreux podcasts américains. C'est-à-dire Kushner, l'argent qu'il reçoit des pays du Golfe, c'est une Amérique qui, il y a encore 20 ou 30 ans, qu'elle soit républicaine ou démocrate, n'aurait jamais toléré un tel niveau de corruption. Ça, c'est de la corruption. Cette impudence, ce n'est pas seulement « je viens, j'aide, je ne sais pas, Poutine, tu me laisses construire 5 hôtels à Moscou ». Ici, l'opération est bien plus importante. Toi qui as... Un certain quelque chose. Tu te souviens du délit d'initié à ce niveau pour la première guerre du Golfe ou la seconde guerre du Golfe ? Pas à ce niveau-là. Non, moi, à ce niveau-là, jamais. Non seulement ça, mais si tu y réfléchis, on continue d'insister sur le fait que cette joyeuse copie, qui pour moi rappelle Toto et Peppino sur la place Duomo à Milan, scène célèbre, nouveau levain, savoir, Whitcock et Kushner la vendent encore comme deux naïfs qui parcourent le monde, font du grabuge, comprennent peu de choses, et ça convient très bien à Trump. En réalité, cette opération d'initié te montre que l'enjeu est incroyablement plus grand. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas comme s'il t'offrait un jumbo d'occasion. Au président, soit les Suisses lui ont apporté le lingot d'or, soit la pauvre Machado, la chef de l'opposition, lui a apporté le prix Nobel. C'est-à-dire que cette affaire a touché, sans être sous-estimé, la gravité, le capitalisme mondial qui investit à New York en bourse.
Parce que quand tu gagnes cet argent, j'insiste, tu l'as volé à quelqu'un d'autre. Peut-être investiront-ils plus en Europe. Non, c'est le contraire. Regarde, c'est une autre chose que je surveillais après ces spéculations. Le fait que de nombreux méthaniers qui se dirigeaient vers l'Europe, pendant que tout ce bazar se produisait. Regardez-les, c'était en la Mistral, la Saint-Sima et l'Isardea. Regardez le trajet qu'elles font. Elles vont toutes à Asio, regardez. Un très gros problème est en train de se créer aussi de ce point de vue. Des choses qui avaient été commandées par l'Europe, et comme en Asie, ils ont offert plus, elles se sont dirigées de ce côté-là. Voici quelques-uns des méthaniers les plus importants qui étaient en direction de l'Europe. Regarde comment soudainement, regarde la date, parce que c'est ça qui est intéressant. Soudainement, ils changent tous de route. Ils annulent pratiquement leur contrat d'acquisition parce qu'ils ont reçu de meilleures offres, et ils partent tous en Asie. C'est ce qui est en train de se passer. Et ensuite, tu te demandes pourquoi nous avons 40% de plus sur le gène. D'ailleurs, Trump a aussi menacé. Ensuite, nous aborderons aussi le discours européen. Participez, venez ici, là, là-bas, parce que ces choses changent de beaucoup. Les cartes sur table. Heureusement, nous sommes presque au printemps, donc on espère que pour la période hivernale, le gaz sera revenu. Mais il y a aussi le discours que nous avons vu en Italie, avec la manœuvre de Meloni pour supprimer les accises pendant 2 semaines. Quelque chose comme ça. Ce sont des choses qui calmeront un peu le marché pendant quelques semaines. Mais si cela continue, dans quelques temps ou 2 semaines, on se retrouvera à nouveau avec l'essence au-dessus de 2 €. Une chose des décoins, c'est quelque chose que tu peux supporter, à moins de le faire à perte. Et là, je lève les mains. Pour l'amour de Dieu, je peux utiliser des fonds extraordinaires même pour ces choses-là. Ici, cependant, ce n'est pas comme si nous nagions vraiment dans l'argent et l'or. En ce moment, en Europe, nous voyons la situation. Le risque, c'est la stagflation, la stagnation et l'inflation. Que nous avions déjà à cause des questions énergétiques. Nous traversons crise sur crise alors que nous récupérons. Sur le fait d'avoir coupé le gaz et le pétrole venant de Russie, nous cherchons des sources alternatives. Ces sources alternatives qui, en partie, étaient aussi les leurs, même si la dépendance était ancienne. Le point, c'est que tu ne remplaces pas 20 ou 30% de l'approvisionnement d'un seul coup. Donc on passe d'une crise à l'autre, le marché n'a pratiquement jamais la possibilité de se rétablir. Parce que tu te retrouves dans une crise où tu payes le gaz plus cher pendant 2 ans, puis ça se stabilise, et ensuite encore une autre crise, de crise en crise. Ensuite, le prix de base devient supérieur à ce que nous avons vu par rapport à 2022. Donc c'est un gros problème, puis on le verra. Comment va l'Allemagne, comment va la France? Il y a aussi des questions politiques internes. Nous savons que la droite gagnera probablement dans les prochaines années dans différents pays. Non, Marine Le Pen, son dauphin, probablement le parti de Farage en Angleterre, ils essaieront de contenir, ils alternent avec l'AfD en Allemagne. Les crises profitent beaucoup aux nationalistes. Vous voyez, vous avez voulu la politique mondiale, européenne, et participer à cette guerre, ici ou ailleurs. Et donc ils vont monter, selon moi monter, ça veut dire penser aussi plus à soi-même. Non, Léonard. Oui. Des manœuvres européennes pour faire face tous ensemble à une situation, mais chacun pour soi. Voilà, mais il y a une chose que l'Europe devrait faire, excuse-moi de t'interrompre, le nucléaire. Et c'est une phase où il faudrait quelqu'un qui ait du courage et qui dise « Messieurs, nous devons nous affranchir de cette situation ». D'accord pour le verre, mais le verre est intermittent par rapport aux besoins d'une nation. Nous devons ressortir le nucléaire du chapeau, un salut à l'avocat de l'atome. Il faudrait que, mais le nucléaire, y a-t-il déjà quelqu'un qui parle du nucléaire à des fins militaires? Se doter d'une dissuasion européenne, nucléaire, d'accord? Fais-toi ta propre dissuasion, mon ami. Eh ben, moi je l'ai, ma propre dissuasion, je mange beaucoup de haricots. Voilà. Ensuite, nous devons penser à l'énergie nucléaire, aux réacteurs de 4e génération, précisément dans cette optique. Le problème, c'est qu'ils ne seront pas prêts dans 1 mois. En Italie, nous sommes déjà en retard car nous l'avons rejeté 2 fois, pensant être malins. Mais il faut qu'au niveau européen,
on fasse plus pour le nucléaire et la chose commence à bouger. Oui, il y a aussi un certain particularisme en Italie, hein. On fait le référendum sur le nucléaire et Tchernobyl, on fait le deuxième Fukushima. Génial, vous les avez tous pris, 2 sur 2 parmi toutes les possibilités. Si nous, occidentaux, souffrons malgré notre richesse, qu'en est-il du reste du monde? C'est justement ça, le point. Plus les pays sont industrialisés, plus ils dépendent de l'énergie, du pétrole, des engrais et de ces choses-là. Paradoxalement, un pays en développement a moins besoin de ces choses, parce qu'il n'a pas une industrie aussi mécanisée que nous, par exemple dans le nord de l'Italie. Donc c'est quelque chose que nous ressentons, surtout nous, qui devons chaque jour faire circuler des centaines, des milliers de camions pour transporter les choses, donc passer de 1,7. Je me souviens que l'essence était à 1,60 du moins par chez moi il y a encore 1 mois et demi, à ces 35 centimes de plus. Réfléchissez à l'impact sur le prix des pommes de terre, des camions de lait ou de tout produit à transporter. Ça devient énorme, sur des volumes vraiment importants. Venons-en au fameux discours de Diego Garcia, nous en avons parlé dans un short, mais nous n'en avons pas encore parlé, disons, ici sur la chaîne. Les 2 missiles. Je t'en prie, Léonard, je te suis. Ensuite avec les diapositives. Alors, ça a été une surprise de voir voler apparemment 2 missiles chacun, IRBM, donc à portée intermédiaire pour environ 4000 km de l'Iran jusqu'à la base anglo-américaine de Diego Garcia. Une surprise parce que ce que nous savions tous, c'est que les Iraniens atteignaient 2000-2500 peut-être kilomètres de portée. Une limite que le régime iranien s'était auto-imposée, aussi pour ne pas attirer trop d'attention de la part des Européens. Voilà, cette animation nous montre la portée. L'impact n'a pas eu lieu parce qu'il semble que sur ces 2 missiles, l'un est tombé en vol, dysfonctionnement, je ne sais pas, et l'autre a été intercepté par un SM-3, un missile lancé par les Américains avec le guidage du système Aegis. Le SM-3 est un missile dont nous avons parlé il y a 2 ans sur cette chaîne. En parlant de la première guerre spatiale de l'histoire, rien de spectaculaire, les Houthis ont lancé un missile à moyenne portée contre Israël qui a été intercepté hors de l'atmosphère. Un engagement exo-atmosphérique. Dans cette animation que vous montre Mirko, vous voyez qu'il y a cet objet qui est le Kill Vehicle. Pourquoi? Parce que le SM-3 est un missile. Terraria, qui est à plusieurs étages, le dernier étage, c'est le Kill Vehicle. Vous voyez ces flammes qui partent dans tous les sens, qu'est-ce que c'est? Parce que lorsqu'on dépasse les 100 km d'altitude, la ligne de Kármán, il n'y a plus d'air pour soutenir le vol et le contrôle. Donc, si tu veux te diriger là où il n'y a pas d'air, la solution, ce sont de petits jets de matière et en général, ce sont de petits moteurs à réaction. Donc, on n'utilise pas d'aileron pour diriger un objet qui vole hors de l'atmosphère parce qu'il n'y a pas d'air sur lequel s'appuyer pour se déplacer. Et donc, on utilise ces petits jets. Le SM-3 a déjà donné de bons résultats contre les missiles à portée intermédiaire par le passé et dans ce cas, il pourrait avoir fonctionné. Alors, ces 4000 km, d'où viennent-ils? Alors, les faits sont les suivants. Ou bien ils ont allégé l'ogive d'un Karman Char 4 ou d'un Ségil 2 et dont, en réduisant le poids de l'ogive, tu augmentes la portée. Et à 4000, tu peux peut-être y arriver. Ou alors, c'est un Ségil 3 qui a été lancé, qui est une version à 3 étages de ce missile balistique, qui était en développement en phase de test. Il n'était pas opérationnel, on en parlait. J'ai trouvé des informations contradictoires, on ne sait pas. Mais j'émets une hypothèse et ici le docteur Fontana pourra peut-être me corriger si je me trompe. Si nous réduisons le poids de l'ogive d'un missile, ce n'est pas comme si on doublait sa portée comme ça parce que cela signifie aussi déséquilibrer le missile. J'ai compris que si tu réduis l'ogive, tu réduis le poids et donc le missile va plus loin. Mais il faut faire les choses correctement, sinon le missile devient difficile à contrôler, surtout pendant la phase de descente. Et je suppose que le fait que l'un de ces 2 missiles ait été détruit en vol pour des raisons propres pourrait justement être dû à une réduction de l'ogive. D'une manière un peu précipitée ou mal conçue,
Je ne sais pas, mais je le répète, nous sommes dans le domaine des hypothèses, des spéculations. La chose importante, et je termine là-dessus, c'est l'effet psychologique d'un engin qui peut atteindre 4000 km. Le lendemain des événements, des amis et collègues m'ont demandé si l'Iran pouvait désormais frapper l'Europe. Nous y reviendrons plus tard, puisqu'avec Édouard, nous parlerons aussi d'une implication accrue des bases américaines en Europe. Celles du Moyen-Orient deviennent moins actives car elles subissent davantage de dégâts avec le temps. Oui, à propos de Diego Garcia, je voudrais juste ajouter quelque chose puisque nous en parlons déjà. Je suis globalement d'accord aussi avec l'analyse sur la raison pour laquelle l'un d'eux est effectivement tombé. C'est l'une des hypothèses les plus probables. Ayant modifié, peut-être à la hâte, disons, avec peu de temps à disposition, l'un des missiles qui, en théorie, atteignent les 2000-2500 km maximum, évidemment, il y a la possibilité de créer une sorte de prototype qui est un peu modifié, non sujet à des dysfonctionnements. J'ajoute que, si je ne me trompe pas, les Américains ont dit que celui qui a été abattu, il me semble oui, ou celui-là ou l'autre, je pense. Celui qui a été abattu, il a été abattu à environ 3200 km de l'Iran, c'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment arrivé aux postes avancés, aussi parce que les SM-3, comme nous l'avons vu, interceptent bien avant l'impact. Donc, selon moi, c'est un facteur important parce que cela ne veut pas dire non plus que nous avons la certitude qu'ils arrivent jusqu'à Egoversia, mais qu'ils pourraient le faire. Et j'ajoute un autre détail, selon moi important, qu'il faut préciser. Du côté iranien, ils ont tout de même démenti avoir mené cette attaque. Évidemment, ce n'est pas que nous ne pouvons pas avoir de preuves. Les seuls qui en ont sont probablement l'équipage du destroyer ou en tout cas ceux qui ont vu les radars. Mon Dieu, honnêtement, je ne me suis pas vraiment fait une idée très claire sur le fait que ce soit une sorte de fake ou non. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, chaque attaque a été essentiellement revendiquée, sauf erreur, par la partie iranienne. Sauf peut-être ceux en Turquie. Là aussi, il y a des doutes. Dans ce cas, le fait est qu'effectivement, comme l'a aussi dit Léonard, il est possible d'augmenter la portée de ces missiles. Parce que ce sont des missiles qui non seulement ont déjà une portée importante, mais qui ont aussi souvent une ogive très lourde. Donc on peut, comme justement là... Donc, non, Édouard. Beaucoup de missiles sont conçus pour avoir plusieurs ogives de différents types dès le départ. Regarde, tous les missiles russes, par exemple, peuvent être nucléaires, cinétiques. Parfois, exactement, dès la phase de conception, on pense à cette éventualité. Un tout dernier facteur qui me vient à l'esprit. On a aussi parlé d'une possible utilisation même des lanceurs que l'Iran utilise pour envoyer des satellites en orbite. Il en a quelques-uns qui devraient être encore plus performants, mais ça, ce serait quelque chose de nouveau en substance. Et d'ailleurs, selon moi, c'est l'hypothèse la moins probable parmi toutes celles que nous pouvons mettre sur la table. Donc voilà, sur Diego Garcia, je laisse ces doutes. Merci à tous. J'ai une hypothèse alternative qui pourrait à la fois nous faire réfléchir sur le pourquoi. Les Iraniens ont démenti à propos de Diego Garcia en disant une demi-vérité. C'est-à-dire que peut-être ils étaient dirigés vers un navire, pas vers Diego Garcia. Alors, dans ce cas... Ils étaient dirigés vers Diego Garcia. Mais si nous devons croire à la distance à laquelle l'événement s'est produit, le drame à 3200 km, je me souviens que certaines sources iraniennes, avant la guerre, ils parlaient même de missiles balistiques anti-navires qui atteignaient 1500 km, ce qui est déjà quelque chose de vraiment fou, 3000 km. Je considère cela totalement invraisemblable, tout simplement parce que depuis le moment où tu lances le missile jusqu'à ce qu'il retombe, le navire, à ce moment-là, s'est déjà déplacé. Je ne sais même pas, peut-être même 6070 km, quelque chose qui, selon moi, est invraisemblable. Ah, un autre détail qui me vient à l'esprit maintenant, c'est que si, donc cette dynamique racontée par les sources américaines et israéliennes, celle de cette tentative d'attaque, est-elle vraie? Même si l'on croit seulement à l'agitation de 3200, donc supposons qu'ils réussissent à arriver jusque-là. Quoi qu'il en soit, cela voudrait dire atteindre une partie importante de l'Europe et aussi la Sicile ainsi qu'une partie de l'Italie continentale. Ensuite, cela dépend de jusqu'où ils parviennent réellement à aller si effectivement ils arrivent à se soigner. Cela met clairement en danger une grande partie de l'Europe, comme montré sur le graphique. Et je rappelle toujours que d'un côté, cela a très peu de sens pour l'Iran de lancer des missiles balistiques de ce type en Europe. Parce qu'il aurait une précision absolument ridicule et comme nous l'avons dit, il devrait alors tellement réduire l'ogive que tu ne pourrais même pas, disons,
compenser la faible précision avec une grosse ogive. Donc ce serait juste une utilisation politique, disons-le comme ça. Mais d'un autre côté, mon Dieu, je ne pense pas. Ils le feront, évidemment. Mais il serait quand même difficile à intercepter dans certaines zones, tandis que dans une grande partie de l'Europe, ils devraient quand même pouvoir être interceptés par les systèmes Aegis, surtout ceux en Roumanie. Et techniquement aussi par les destroyers américains près de Chypre, eux aussi équipés des missiles SM-3 que nous avons mentionnés plus tôt. C'est-à-dire, si ces moyens sont en position, nous devrions être protégés contre des tirs limités. Par contre, si par exemple les destroyers américains n'étaient pas en position. Par exemple, j'avais trouvé une simulation qui montrait la Sicile comme la seule zone italienne un peu découverte. Ce sont des cas particuliers, inutile de créer d'alarmisme, gardons notre sang-froid. Alors, avant de répondre à la question à laquelle Daniel y répondra, à savoir si l'on dit quelque chose sur les Epstein Files, je voulais répondre à ce que je lisais. Caracciolo a déclaré que ces tours devaient être israéliens. Alors, sans vouloir offenser. Pour le directeur, si les Israéliens tirèrent des missiles qui parcourent 3200 km, toute la planète verrait d'où ils sont partis. Ils n'ont pas de vecteur aérien capable de lancer un missile avec un avion qui parcourt 3200 km vers Diego Garcia. Ils devraient lancer des missiles depuis Israël, mais tout le monde le verrait. À mon avis, au maximum, ce qui est possible, c'est que dans le cas turc, qui était justement un peu flou, plus simplement, cela pourrait avoir été un missile toujours iranien, mais dirigé vers Chypre, qui, de toute façon, ont toujours été interceptés dans cette zone turque voisine de la Syrie, essentiellement celle qui pénètre un peu, disons, adjacente au territoire syrien. Qu'une trajectoire qui passe par là pourrait effectivement être dirigée soit contre la Turquie, soit contre Chypre. Le fait est que, comme Leonardo l'a bien montré, ils étaient interceptés hors de l'atmosphère car il s'agissait d'intercepteurs. SM-3 depuis les navires près de Chypre, ceux qui protègent celles évoquées plus tôt dans ce cas. Pour nous, analystes, il est difficile de savoir où ils allaient, sauf qu'ils étaient encore loin de l'endroit où ils ont été interceptés. Voilà, donc comme hypothèse, selon moi, il est possible qu'ils se dirigeaient peut-être vers Chypre, qui, nous le savons, joue tout de même un rôle dans la guerre. Avoir été attaqué par des drones, donc cela peut déjà s'expliquer plus facilement. Léo, corrige-moi, tu connais un missile capable de parcourir 3000 km lancé par un avion israélien ? Non, ils ont un missile balistique, ils ont des balistiques aéroportées, mais 3000, absolument pas. Absolument. Un peu de rasoir d'Occam, c'est... Techniquement possible. Non, mais ensuite, il y a des satellites qui détectent les traces de lancement, les traces infrarouges du lancement. Les Russes, les Chinois, imagine. Si jamais il s'avère qu'Israël a fait une saloperie pareille... Les Américains le voient. C'est un truc... que la publicité, c'est-à-dire... devrait être une sorte de vitrine de leur dissuasion nucléaire. Certains disent que cela vient des sous-marins, mais les Iraniens n'ont pas de sous-marins lance-missiles de cette portée. Ils avaient été des missiles anti-navires, et de toute façon, tous leurs sous-marins sont hors service. L'Inde pourrait le faire. Mais allez les gars, non. Non, je ne sais pas qui est au conseil technique. Kratchia. Et puis, si on veut la voir de façon complotiste, c'est beaucoup plus simple de penser que c'est simplement une fausse nouvelle, puisque la source, c'est eux. Pourquoi penser qu'ils ont lancé un missile depuis Israël ? Ne pourrait-ce pas être simplement Israël qui a diffusé cette info ? Pour l'amour de Dieu, je n'en ai aucune idée, donc je resterai plus prudent. Daniel, s'il y a des nouvelles sur les dossiers Epstein, s'ils sont tombés dans l'oubli, et en lien, il y a une autre question. Pour quelle raison ? Le vice-président Vance est récemment moins présent par rapport, disons, à ses apparitions habituelles aux côtés du président. Il a un peu disparu de la scène. Y a-t-il une raison ? Rubio semblait le moins apprécié lors des négociations avec l'Ukraine, mais soudain, il est sous les projecteurs et Vance a disparu. Donc d'abord Epstein puis Vance. Donc, dans les médias italiens, toute l'affaire semble avoir disparu. Dans les médias américains, la couverture est très faible pour des raisons évidentes. Dans les médias anglais, l'histoire est formidable. C'est curieux. Scandale Epstein, New York, les îles des Caraïbes. En réalité, cela provoque un cataclysme dans le système, non seulement dans la monarchie anglaise, mais aussi dans l'affaire du Premier ministre anglais, qui a été choisi de manière absolument irresponsable.
comme nouvel ambassadeur, a envoyé justement auprès de Trump, Mandelson, que tout le monde savait impliqué dans le scandale. Epstein, concernant le scandale, Epstein, moi, qui ne crois pas aux théories du complot par expérience, je ne crois pas qu'il ait disparu. Parce que Trump a fait la guerre à l'Iran et faire oublier cela à l'opinion publique américaine, je n'y crois pas. Ce dont je suis sûr, c'est que l'affaire est loin d'être terminée. J'ai toujours dit, et je veux aussi en rendre hommage à Parabellum, qu'il a anticipé cette histoire de plusieurs mois par rapport aux médias italiens. Que le scandale Epstein n'est pas seulement un scandale sexuel, c'est un scandale qui implique aussi une série de pervers, mais qui concerne des affaires. Blanchiment colossal d'argent sale. Beaucoup, et cela a déjà été démontré dans de nombreux actes du Congrès. D'ailleurs, l'autre jour, l'ancien directeur du FBI est décédé. Et Trump n'a pas manqué l'occasion de dire ses habituelles vulgarités, surtout quand quelqu'un meurt. Il a dit « Ah non, ces choses-là ». Mueller a mené une enquête, et l'enquête, du moins dans la partie concernant les Russes, impliquait très lourdement les Russes par rapport aux États-Unis d'Amérique et dans l'affaire Epstein. Je vous le répète, car cela fait des mois qu'on en parle ici. Il y a le blanchiment international d'argent sale à travers la Deutsche Bank de Moscou et la Deutsche Bank de New York. Dans de très nombreux cas, dans le secteur du bâtiment, attention, le point central, c'est l'argent. Le second, ce sont les informations, les chantages. Parce qu'il y a... Il y a aussi les services israéliens. Disons que, d'un certain point de vue, il y a des choses tordues. Ils servaient à trouver quelle était ta faiblesse, à te l'offrir pour t'accrocher. Et puis on parlait d'affaires, de relations et d'autres choses. Alors, les services secrets, mais je veux dire, même en Italie, pour ceux qui ont de la mémoire historique, pendant l'affaire du plan Solo du général De Lorenzo, les fameux dossiers qui étaient faits sur les hommes politiques, qui à l'époque auraient détruit une carrière. Je ne sais pas. L'un était homosexuel, l'autre, président de la République italienne, trompait sa femme, ou plus probablement, c'était la femme qui trompait le président, et ainsi de suite. Le fichage, ça a toujours existé. L'affaire Epstein est dangereuse. Encore aujourd'hui, c'est-à-dire, je continue à penser une chose. L'affaire Epstein est loin d'être terminée aux États-Unis. Trump parvient à la garder étouffée parce que, comme nous le disions tout à l'heure à propos de la SEC, donc l'équivalent de la Consob italienne, le ministère de la Justice est le premier centre de pouvoir de l'administration américaine sur lequel Trump a mis la main. Mais pas pour faire la lumière, pour empêcher que les fameux noms ne sortent. Les autres 3 millions de fichiers qui, au sein du FBI, ont également été collectés. Je vous dis aussi une dernière chose. Daniel, attends, ainsi on répond aussi. Ils disent que les États-Unis sont très impliqués. Israël, pourquoi Trump est-il sous pression sur Apps? Ce n'est pas notre affirmation. Le chef de l'antiterrorisme américain sous Tulsi Gabbard a démissionné, lui qui avait aussi une femme morte en Irak, en disant « Je ne suis pas d'accord avec cette guerre ». Le lobby israélien est la raison de notre implication. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Daniele Moreau. C'est un haut fonctionnaire de l'antiterrorisme américain qui le dit. Il était le directeur adjoint ou le directeur, donc nous parlons de personnages de très haut niveau de l'intelligence américaine. Entrons dans le vif du sujet. Ce passage est très intéressant. Ces derniers jours, une rupture s'est produite, mais ce n'est que récemment qu'elle a éclaté. Ces démissions dont parle Mirko sont, disons, l'aspect le plus public de l'affaire. Une rupture colossale au sein du monde. MAGA. Donc, pour simplifier, au sein du centre droit américain. Une partie reste comme elle l'a toujours été pro-israélienne, une autre partie est allée complètement dans le sens opposé. C'est-à-dire, ils disent qu'ici nous sommes face à un complot judéo-maçonnique. Le plus connu que beaucoup connaîtront, c'est Tucker Carlson. La fracture est très forte. Il y a une fracture par rapport à Israël.
non seulement au centre droit, mais aussi, appelons-le, au centre gauche, même au Parti démocrate. Et ce qui est très intéressant, la fracture est aussi de type générationnel. Les jeunes républicains ont tendance à se détacher de la solidarité traditionnelle, celle du Parti républicain envers Israël, et prennent des positions opposées. Idem pour les jeunes démocrates, cette fracture est également liée à un autre aspect. Mirko, ça par contre, tu l'as déjà constaté dès les premiers jours de la guerre en Iran, c'est-à-dire qu'une partie du monde MAGA a dit à Trump, « Cher président, tu m'as demandé de voter pour toi, parce que sinon il restait Biden, Obama, Harris, ils auraient déclenché la Troisième Guerre mondiale. Tu as dit plus jamais de guerre, et en 14 mois, tu en as fait 8. Il a même réussi à bombarder jusqu'au Nigeria. Non seulement ça, mais le plus grave, c'est que cette fois, et c'est justement le sujet dont on parle ce soir, tu t'es engagé dans un conflit dont personne au monde ne sait comment tu vas en sortir. Et regardez, la rencontre dont nous parlions tout à l'heure, il y a 1h30, m'a donné cette impression. Que le premier à ne pas savoir comment il va s'en sortir, au-delà des bavardages. Non, je suis le plus intelligent du monde, aussi beau que moi, c'est lui. Troisième point, très lié à cela, Vance avait déjà disparu, si vous vous souvenez, le samedi soir de l'opération au Venezuela, où ils ont improvisé une sorte de mini-sommet à Mar-a-Lago. Si vous regardez les images avec un rideau derrière, 4 panneaux pour essayer d'imiter la Maison-Blanche, donc la fameuse photo d'Obama, Biden, Clinton, la nuit, qui était en fait un dimanche vers 22h heure de Washington. Je l'ai suivi. De là, d'ailleurs, pratiquement en temps réel, la capture de Ben Laden. Déjà lors de l'opération de Maduro, Vance n'était pas présent. Et ces semaines-ci, il continue de ne pas être présent. Vous avez probablement vu ce matin que les nouvelles du Pakistan disaient que peut-être l'homme que nous, Pakistanais, trouvons le plus apte à discuter avec les Iraniens pourrait justement être Vance. Ce soir, Trump l'a également mentionné, mais disons qu'il a cité, pour être clair, 10 noms. Rubio, Kushner, Whitcock. Et il a dit 2 fois. Ah, il y a aussi Vance qui cependant n'était pas présent. Attention, il n'était pas présent. Mon impression, vraiment, je ne suis pas complotiste, d'après mon expérience, c'est que cette fracture existe encore. Certains sondages la semaine dernière disaient qu'environ 15% de ceux qui ont voté pour Trump ne sont pas d'accord avec cette opération, moins que ce que je pensais. Il y a un choix de Vance, vu les choix de... Disons que Vance a été opportuniste. Il disait que Trump était Hitler, il le disait il y a 5 ans. Ce n'est pas seulement lui, voyant la situation s'effondrer. Il dit absolument oui, je relève le défi comme ça. Les républicains... Après, ils ont... Un candidat qui ne s'est pas brûlé. Mais absolument oui. Je suis d'accord avec toi. C'est un choix de cohérence, dans le sens où tu dis, c'est toi, Trump, qui as changé d'avis, pas moi. Je représente ce monde-là, et disons 15% de l'électorat contre 85%. Aussi parce que comme ça... Excuse-moi, Daniel. Tu peux jouer les durs et purs en disant, c'est moi le vrai héritier des MAGA. Mais c'est comme ça, alors ce que nous essayons de clarifier signifie qu'au sein de la majorité qui a mené à l'élection de Trump, il y a des sujets sur lesquels la majorité est divisée. Le premier, c'est Israël. Le deuxième, c'est l'affaire Epstein. Je vous rappelle que Trump a été obligé par le Parlement de révéler un mot, une partie ultra censurée des documents sur Epstein, parce que les électeurs républicains ont dit à leurs représentants, mais vous avez fait toute la campagne électorale en disant que si on vous élisait, vous reviendriez au pouvoir, vous ouvririez les tiroirs et vous ne l'avez pas fait. Donc, et tu as à ce stade le troisième thème qui sont les MAGA, c'est-à-dire sur 3 points fondamentaux.
C'est pour ça que j'insiste à dire, ne sous-estimez pas Epstein. On en parle moins, mais ça ne veut pas dire que la colère de Dieu ne mijote pas en coulisses. Je vous ajoute un dernier détail à Londres. La situation grave ne concerne pas seulement Starmer, mais aussi le roi. Le roi a été révélé par l'un des meilleurs journalistes d'investigation, l'anglais Andrew Lowney, qui est l'équivalent de Mike Wolff aux États-Unis. Pour moi, ce sont les deux meilleurs journalistes au monde sur cette affaire. Epstein-Lowney a découvert que les 12 millions de livres sterling que l'ancien prince Andrew a payés à la jeune fille, qui s'est ensuite suicidée, n'avaient pas été donnés uniquement par la reine, comme tout le monde l'avait toujours cru pendant des années. Mais sur les 12 millions, 2 millions avaient été versés. L'actuel roi d'Angleterre donc devient... Tu as vu que la mère protégeait son fils dans cette affaire. Non, toi tu étais au courant. C'est-à-dire que tu avais tous les éléments pour savoir que le scandale Epstein est un scandale colossal, dans lequel beaucoup de gens, à mon avis, continuent encore à se faire du chantage les uns les autres. Il y a une question pour toi. Quelle était la position du patron occulte de Vance, Peter Thiel, sur ces interventions? Pour ce dernier, il s'agit de deux affaires pour promouvoir davantage Palantir. Nous l'avons vu avec le discours Palantir contre. Comment ça s'appelle, anthropique, etc., les différents accords avec le Pentagone, etc. C'est-à-dire, Peter Thiel pourrait justement profiter de ces réticences d'anthropique. Nous en avons parlé lors des lives sur l'intelligence artificielle avec Barbato. Quel poids Peter Thiel a-t-il dans le discours de Vance? Parce que je sais qu'il a été, disons, son père formateur, etc., et que Peter Thiel a aussi ses propres idées. En somme, je te le recommande. Alors, selon moi, il faudra attendre quelques semaines pour comprendre comment la situation évolue. Mais cette question est intéressante. Honnêtement, je n'y avais pas pensé. C'est très intéressant pour une raison. Vous devez imaginer que la Maison-Blanche est simplement, historiquement, le terminal de ce que nous pourrions appeler les puissances fortes. Des puissances fortes qui ne sont pas seulement les grands capitalistes, mais aussi les syndicats, certaines administrations, mais il y a aussi des groupes très puissants comme le lobby juif, par exemple l'AIPAC, historiquement très fort, et ainsi de suite. À mon avis, il y a aussi une rupture à l'intérieur du système de pouvoir qui, le jour de l'investiture de Trump, était totalement uni, totalement à l'applaudir. C'est-à-dire, à mon avis, il y a quelque chose en sous-main qui concerne aussi ce que l'on pourrait appeler la nouvelle économie américaine. Il y a quelqu'un qui reste trop silencieux ces dernières semaines. J'insiste même sur ces pouvoirs très puissants, pas seulement puissants, comme Thiel, comme Musk et ainsi de suite. Les silences de ces derniers jours en disent plus que beaucoup de déclarations. Il y a beaucoup de gens qui attendent de voir ce qui va se passer. Alors, Leonardo expliquait tout à l'heure une chose, donc peut-être que les collègues remarquent des mouvements étranges. Au-delà de Palantir, qui est utilisée comme intelligence artificielle, elle est impliquée dans le conflit, etc. Ensuite, il a fondé, avec Luke, pratiquement Anduril, il est obsédé par les trucs du Seigneur des Anneaux, les Palantir, Anduril, l'épée de la flamme de l'Ouest d'Aragorn, etc. Maintenant, il vise justement en ce moment à remplacer la Silicon Valley Bank par Erebor. Donc il y a un mouvement, Grotto veut entrer dans l'approvisionnement militaire, dans l'intelligence artificielle qui existe déjà et maintenant, aussi au niveau bancaire. Absolument oui, je veux dire par là que la Maison-Blanche est un terminal des pouvoirs forts. Ce n'est pas comme dans d'autres pays, je ne sais pas. En France, où le président de la République a aussi souvent une influence formidable sur les entreprises publiques, d'État et ainsi de suite. La Maison-Blanche est simplement le terminal d'affrontement entre capitalistes. Incroyablement puissant. Je vais vous donner un exemple d'une entreprise que tout le monde connaît, Coca-Cola. Si vous regardez ce qu'est le lobby de Coca-Cola à Washington,
mais il compte 100 fois plus que le président des États-Unis d'Amérique. Mais quand ils ont essayé de diminuer le sucre, mais tu dois voir ce que sont ces lobbies, c'est-à-dire tout le pouvoir du capitalisme mondial ne dépend pas de Trump. C'est lui qui essaie d'influencer les choix, dans ce cas du Pentagone ou de la finance américaine. Donc, c'est sûr que tu as des affrontements, c'est-à-dire le front qui a soutenu Trump est, même dans ce cas, à mon avis, beaucoup moins uni parce que chacun a ses propres intérêts. Ils sont aussi concurrents, c'est-à-dire qu'ils ont été unis pour soutenir Trump, qui venait tenter de détruire l'Europe. Ils mangent de la crème en cachette, mais en réalité, ils ont des intérêts colossaux au niveau capitaliste. Disons, sur quoi porte l'affrontement? Tu peux être ami avec Trump, ennemi de Trump, mais à la fin, tes intérêts restent tes intérêts. Donc, qu'il se passe quelque chose, même par rapport à ces événements, je ne l'exclurai pas. Il y a une négociation en cours, mais je ne sais pas sur quelle base. Dans le sens où, si Trump a dit que nous avons parlé que c'était une réunion productive, et que disent qu'il n'existe aucune réunion, du moins officielle. Peut-être que c'était un des personnes de second ou troisième rang qui discutaient entre. Je ne sais pas sur quelle base Witkoff et Kushner travaillant sur le mécanisme de cesser le feu. Sur quelle base, si ceux-là disent qu'il n'y a eu aucun entretien? D'ailleurs. C'est-à-dire, Trump dit 5 jours, ceux-là parlent d'1 mois et disent au moins « mettez-vous d'accord », sur la même ligne. Je ne demande pas trop, juste un peu de cohérence, au moins sur la ligne à suivre, parce que sinon, chacun a son propre agenda. Tu dis que les Iraniens sont peut-être confus, ce que je comprends. L'un dit une chose, les autres autre chose. En effet, il y a eu le feu pendant 1 mois, et puis... Mais en attendant, il faut prendre celui de 5 jours. Par hasard, regarde quel jour il se termine. Et je sais, à la fin de la semaine, ne me le dis pas, ah. Merci. C'est-à-dire quand les Marines arrivent, bravo, bravo Léonard. Quelqu'un a ensuite vérifié qu'ils avaient bien cessé d'attaquer. Aujourd'hui c'est mardi, dimanche ça fait 5 jours, regarde un peu. J'en profite parce qu'on a mis en place quelques trucs que je voulais sortir au bon moment. Mais c'est aussi beau quand les choses naissent spontanément. On le dit toujours. Toutes les attaques qui ont lieu en fin de semaine, comme par hasard ces derniers jours, regardent toujours les hasards de la vie. Selon vous, sur quoi se sont concentrées les cibles américaines ces derniers jours? Nous avons vu énormément de vidéos, si vous vous souvenez, de systèmes de lancement, d'avions, de navires, etc. C'est ça, devine et devinette. Quels ont été en revanche les principaux foyers des bombardements et des attaques de missiles américains et israéliens au cours des 3 derniers jours? Force terrestre, donc. Par hasard. Force terrestre. Et comme par hasard. Même sur les îles qui seraient justement celles, disons, les plus exposées. Ah non, ce n'est pas Karg. Ce n'est pas Karg, non, ce n'est pas Karg. Karg, c'est pire. Ce n'est pas Karg, c'est Karg. D'ailleurs, elles ont été occupées par l'Iran, mais en réalité, elles sont revendiquées par les Émirats. Il est intéressant de voir justement cette progression de ces 3 derniers jours, où les forces mécanisées ont été frappées, donc celles qui pourraient intervenir rapidement, ainsi que les forces à distance. Dans le détroit d'Ormuz, il y a les mouvements des Marines. Ils font une pause de 5 jours, c'est le week-end. Pendant ce temps, ils bombardent les forces terrestres. Il n'est pas nécessaire d'avoir une lampe magique ou un palais particulier pour voir cela. L'un des 2 groupes amphibies, confirmé par des images satellites, est arrivé à Deco Garcia. Ce ne sont donc pas seulement des rumeurs. Ensuite, des sources américaines parlent aussi d'une division aéroportée qui devrait justement être mise en alerte. Alors, mon Dieu, bon, ici on pourrait ouvrir un énorme débat. Le sens de cette opération risque tout, à mon avis. Elle ne peut avoir qu'un seul sens, justement. Sur certaines îles, près d'Ormuz essentiellement, mais cela reste quand même quelque chose qui risque de s'ouvrir. Une boîte de Pandore qui te laisse empêtrer pour je ne sais pas combien de temps. Ce n'est pas du tout évident que l'ouverture de ces îles permette ensuite au trafic civil dans le détroit d'Ormuz de passer tranquillement. Au contraire, il me semble que, juste pour trouver une issue, il risque de s'enfoncer encore plus dans le trou,
Si vous me permettez l'expression, ils risquent de nous y enfermer. On ne gratte pas la coquille. Des bulles anti-access érédéniales. Supposons que tout se passe bien, un bon atterrissage, une excellente plantation, mais ensuite Diormus reste quand même à portée. Il y a le problème des mines, il y a les drones. Tu ne peux pas créer une bulle de sécurité à 100% pour le rouvrir. Et puis, d'ailleurs, les mêmes marines seraient sur des îles à quelques dizaines de kilomètres, parfois même moins de la côte. C'est-à-dire, à moins qu'ils pensent à sécuriser, interdire l'utilisation de centaines de kilomètres de côte aux forces armées iraniennes. Ce qui me semble que même Trump, dans ses jours les plus amusants, n'oserait pas dire, ça me paraît vraiment quelque chose de très risqué. Parce qu'ensuite, il y a des unités de Marines qui, d'accord, occupent les îles. Peut-être qu'ils installent des images. Évidemment, ils mettent en place des systèmes anti-aériens, anti-drones. Ils font quelque chose pour prévenir les attaques. Même simplement des radars sont utiles pour aider un peu plus à la défense de la flotte marchande. Mais maintenant, cela reste à nouveau une cible nouvelle et gigantesque. C'est-à-dire les mêmes marines qui peuvent même être bombardées par l'artillerie puis par toute une gamme d'armes qui sont vraiment bon marché. Il faut dire que nous avons vu les A-10, les Super Hornets, aller jusqu'à mitrailler directement sur les côtes. Dans certaines zones, il semble qu'il même avoir cette liberté, mon Dieu, cette liberté. D'ailleurs, selon moi, cela reste quand même quelque chose d'assez dangereux. Parce que la menace des manpads, la menace des missiles portables à l'épaule, je ne pense pas qu'elle soit complètement neutralisable, même dans les zones les plus... Pour ma part, je dis qu'il est plus logique de prendre l'île de Karji pour les précédents, de les serrer carrément à la gorge. Parce qu'il n'y en a pas 2000 sur les petites îles du détroit d'Urmouz, qui empêchent cela de semer le chaos, de lancer des drones, etc. En fait, peut-être même avoir des troupes là-bas. Pour les Iraniens, c'est juste une perte de temps, car il est difficile de se cacher. D'ailleurs, les Iraniens ont aussi d'autres méthodes, au-delà des drones, etc. Parlons aussi des mannes, comme ça on introduit aussi ce sujet, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations, il y a des articles du Wall Street Journal qui parlent de 1013 mines qui seraient déjà sur place. Mais nous avons vu que les Iraniens ont permis à certains navires chinois, indiens et russes de passer moyennant un coût de 2 millions par passage, en passant très près de leur côte. S'il y a des mines, je ne sais pas si ce sont des mines sélectives, je ne pense pas qu'elles puissent... Je pense qu'ils ont miné la zone, ce qui est le couloir principal qui va donc de sous cette énorme île du Cachemire jusqu'à la péninsule. La route, alors je te dis, passe près de nos côtes, à mon avis. Mais il est aussi évident par où passent les rares navires autorisés. Ce qu'ils ont fait, c'est miner et frapper de manière indiscriminée tout ce qu'ils repèrent dans le couloir principal, qui s'est retrouvé essentiellement dans la partie évidemment la plus large du détroit. Alors que si vous allez voir sur tous les sites de suivi, c'est très simple à dire vrai. Même dans certains quotidiens, on voit en substance la trajectoire de ces quelques navires qui ont été autorisés à passer. Pratiquement, comme vous l'avez dit, ils les font passer très près de leur côte, dans une zone où ils peuvent même les arrêter, ou du moins confirmer visuellement qu'il s'agit bien de ces navires. Et donc, à mon avis, il leur est très facile de ne pas miner ce tronçon du détroit près des côtes. Et en pouvant, justement, même dans le cas où un navire a frappé essaierait de passer, il pourrait le frapper facilement avec toute une série de mines. Alors qu'au contraire, les mines que vous voyez ici, certains modèles, peuvent être librement utilisées dans la partie principale qui est plus éloignée des côtes. C'est plus difficile pour l'Iran de contrôler, d'identifier. Il est plus difficile d'identifier les navires dans cette zone, donc ils doivent être frappés complètement, de manière indiscriminée. Les puissants moyens de la rail ont réussi à trouver ceux qui passent. Exactement. Vous voyez, le transit devrait même être près de l'île de Keshmeh et au nord de cette petite île qui s'appelle l'Arak. Si je ne me trompe pas, c'est juste en face des côtes iraniennes. Ce n'est pas du tout le couloir utilisé avant la guerre par les navires commerciaux, c'est donc un nouveau couloir qu'ils ont justement inventé sur mesure ces dernières heures, justement pour les faire identifier par les forces armées iraniennes. Et les mines, d'ailleurs aujourd'hui, ou en tout cas ces derniers jours justement, il semble qu'il y ait les premiers indices qu'elles aient été déployées. Voilà, oui, ici c'est parfait. Ici on voit bien, si tu reviens un instant en arrière, Mirko, ces navires rouges passent vraiment tout près, juste sous Bandar Abbas. C'est le nouveau corridor qu'ils ont essentiellement lancé pour tous ceux qui veulent passer des accords avec l'Iran et traverser. Alors qu'en revanche, le corridor principal se trouvait un peu plus au nord de Kassab, essentiellement juste au nord de la péninsule.
Et là, excusez-moi, parce que cette route est si proche, et à mon avis, c'est une route exacte. Parce que c'est celle où ils sont sûrs, puisque c'est si proche, c'est celle qui, pour eux. Ensuite, à mon avis, pour mon raisonnement est le suivant. L'Iran dit que si vous voulez passer, faites des accords avec nous. Mais après, ce n'est pas qu'ils font confiance. Et si tu ne pèses pas, ben, je te tire dessus, tu passes taxe entre les fourches codines de 2 îles contrôlées par eux. Là-bas, il est impossible de nous tromper, même si tu fais semblant. J'ai vu sur des sites de suivi des navires écrire « Nous sommes chinois », parfois même avec de l'aide. Ça arrivait, ils changeaient le nom et même le type. L'identifiant AIS, ils écrivaient « Nous sommes chinois, équipage chinois », et parfois, en réalité, ce n'était pas le cas. Donc, il y a toujours ce genre de choses aussi. Là, on en rigole, mais évidemment, il n'y a vraiment pas de quoi rire, parce qu'à la fin, ce sont aussi les équipages de ces navires. Ce n'est certainement pas comme s'il se le passait. Oui, en ce moment, mais ils créent aussi ce genre de petits jeux sur le terrain et donc c'est une façon de les faire passer aussi près pour éviter les arnaques. Du point de vue iranien, Comment l'Iran peut-il toucher ces systèmes radio antimissiles américains alors qu'ils n'étaient pas venus depuis des mois? À part que les radars n'existent pas, ils sont exposés, les radars sont des structures énormes. Il faut aussi dire, comme nous l'avons dit lors des premiers directs, que la guerre a éclaté pour une question d'opportunité. Parce qu'à ce moment-là, ils s'étaient dites réunies, probablement ils ont dû le faire avant la programmation, elles avaient déjà été vidées, c'est-à-dire que les bases étaient déjà prêtes. Elles étaient au personnel minimum, mais il n'y en a sans doute pas car c'était déjà le minimum. Il n'y avait pas eu le temps de sécuriser ce qui se trouvait, disons, sur les airs dans ce sens. Et puis, ce ne sont pas des cibles aussi importantes. C'est bien pire de perdre le système radar du THAAD ou des radars fixes qui coûtent plusieurs milliards que ça. Dans certains cas, les radars d'État, il me semble, au moins dans le cas des Émirats arabes, avaient quand même un leurre. C'est-à-dire que pour chaque radar du THAAD, sur chaque base, il devrait y avoir un faux radar. En substance, cela était visible par satellite sur certaines des bases qui ont ensuite été frappées. Mais quand même, à la fin, il semble qu'ils aient réussi à frapper le radar authentique. Dans ces cas-là, donc... Si vous êtes très intéressé par les images satellites, etc., je vous conseille Epic Fury Map sur X, qui a fait un travail incroyable en mettant un peu toutes les géolocalisations. Il est également repris par beaucoup d'autres, y compris même certaines entreprises qui produisent des images satellites. Ils l'ont félicité, donc si vous voulez suivre, je vous le mets dans le chat. Ici, pratiquement tous les jours, les choses principales sont postées sur les événements. Disons des techniciens de vérification, mettons-le comme ça, si vous faites défiler vers le bas, comme vous voyez, tout est avec des images satellites, avant et après, aussi bien pour l'Iran que pour les autres pays. Ici, vous pouvez faire une comparaison pour voir « Ah, la base de XYZ a été touchée ». Ici, vous trouvez les contre-vérifications avec toutes les preuves de contre-vérification. Vous pouvez comparer. Il n'y a pas grand-chose à dire. XYZ a été touché. Ici, vous trouvez des contre-vérifications de contre-vérification. Vous pouvez faire un rapport du commandement central de l'Ouest montrant la destruction pour AH. C'est de XYZ, vous trouvez des contre-vérifications avec vérifications supplémentaires. Vous pouvez. Comme vous pouvez le voir, même le centre de données touché à Abu Dhabi essaye de faire une comparaison pour vérifier. C'est celui de XYZ qui a été touché. Vous trouvez les contre-vérifications et des images satellites, ainsi que des vidéos. J'ai remarqué que beaucoup de gens collaborent sur cette affaire, y compris géolocalisés et d'autres. Il y a toute l'histoire de la contre-vérification. Vous pouvez faire une comparaison avec ce qui a été touché ici, que vous trouvez. Vous pouvez en discuter sur le chat de Mizar Vision. De toute façon, je commande pour attirer l'attention, car sur X, il a été banni récemment, même s'il y avait un profil Mizar Vision. Vous trouvez cette société chinoise qui justement publie des images satellites et parfois en fait des images satellites. Pas seulement des images satellites, mais des images satellites, souvent avec des commentaires, avec des vérifications croisées. Vous pouvez comparer pour voir, elle a été touchée. Celles qui ont été touchées ont aussi été republiées.
par Miservision, mais mon commentaire portait là-dessus. C'est-à-dire, attention, parce que Miservision est l'original. Disons sur les réseaux sociaux occidentaux, appelons-les ainsi, il y en a un sur un réseau social chinois qui s'appelle Weibo. Ou en tout cas, la prononciation, j'espère que c'est la bonne et vous ne pouvez pas faire un... Certains republient les images, ce qui est très bien, c'est une excellente source. Mais attention, car d'autres fois, il y a des comptes fake qui font semblant de prendre l'image d'une Miservision et en réalité, ce ne sont pas des images authentiques. L'une d'elles a beaucoup circulé la semaine dernière pour voir, touché par XYZ, vous trouverez les contre-vérifications d'une comparaison pour un Iranien. L'attaque était réelle, mais l'image non, car il s'agissait d'une image radar qui en principe ne montre pas les nuages. Mais ça a été un des cas où le compte qui semblait officiel de Miservision Suisse l'a publié puis a été banni. Parce qu'on a découvert que ce compte n'était pas le compte officiel, mais depuis le début de cette guerre, ce compte était très suivi, peut-être l'un des plus suivis de cette catégorie. Sur X, retrouvez toujours les contre-vérifications de contre-vérifica. Vous pouvez faire une comparaison, vous la trouvez, vous pouvez remonter jusqu'au post original sur le compte de contre-vérifica. Tanto questa è una mappa che mette in grafica. Vous pouvez In verde ci sono gli attacchi. XYZ a été touché. Vous trouvez les contre-vérifications de contre-vérifica ici. Vous pouvez faire une comparaison, voir elle a été touchée. Base de Kissaz américaine, et voici la zone de compétence israélienne. Ici, vous trouvez les contre-vérifications avec Potet. Une comparaison, c'est Trump. Nous faisons du travail, mais si tu regardes combien de bombardements ont été effectués dans la partie nord-ouest du pays par rapport à la partie sud, on peut voir clairement qui a investi le plus. Et c'est un effort énorme pour les Israéliens, étant donné qu'ils ont utilisé plus de 200 avions sur les 280 ou 300 dont ils disposent, et remarquez comment les réponses iraniennes sont dirigées contre Israël, elles reviennent, surtout dans la dernière période. Elle est touchée. Vous pouvez trouver les contre-vérifications. La contre-vérification, vous pouvez comparer pour voir... Elle est touchée, vous trouvez les contre-vérifications. Vous pouvez faire une comparaison, elle est touchée, vous trouvez les contre-vérifications, la contre-vérification. Je voulais faire remarquer une chose. Ici, nous parlons de division territoriale entre deux nations différentes qui se partagent les zones et qui ont aussi une certaine coordination. Mais depuis combien de temps travaillait-il sur cette opération, je demande, je ne sais pas. Parce qu'il n'est pas facile de planifier et de mener à bien toutes ces opérations en faisant des conflits, donc en évitant aussi de tirer, alliés, en évitant de frapper deux fois les mêmes cibles. Je me demande depuis combien de temps il travaillait sur une opération coordonnée de ce genre, parce que ça a été hyper coordonné dès le premier instant. Attaque de guerre électronique, lancement de missiles et frappes aériennes de deux nations. Ce n'est pas quelque chose qu'on organise du jour au lendemain. C'est justement pour cela qu'il ne se chevauche pas, sauf lorsqu'il y a les interventions des billes de esprit. Pour les bombardiers et frappes massives, il y a souvent un chevauchement. Ce que les Israéliens ne font pas, les Américains s'en chargent. Mais en ce qui concerne l'intervention aérienne classique, que ce soit SEAD, DED, ce que vous voulez, chacun a sa propre zone de compétence, donc ils se sont vraiment répartis les zones pour éviter les problèmes. Et il est intéressant de noter que la plupart des incidents ont été subis par les Américains, aussi bien des incidents de tir ami que des incidents d'un point de vue technologique de leur part. À moins que les Israéliens ne censurent complètement les leurs, nous ne pouvons pas le savoir. Venons-en à ce qui s'est passé avec le F-35, parce qu'une chose est d'en parler dans un court format, et une autre est d'avoir un peu plus de temps pour en discuter. Ce n'est pas moi qui ai fait le short sur le F-35, même si les gens râlent toujours. Parce que, oh mon Dieu, les Iraniens sont en train de gagner s'ils l'avaient même abattu, et ce n'est pas le cas. Mais pourquoi ça fait l'histoire ? Intéressant de noter quelques points techniques avant tout. D'habitude, quand les Iraniens montrent des vidéos d'abattage, par exemple de drones, Reaper, etc.,
Il te montre la vidéo dans son intégralité. C'est-à-dire depuis le moment où le missile est tiré, il frappe la cible prend feu, devient une boule de feu, et il laisse la vidéo tourner tout le temps. Curieusement, dans la vidéo de ce soi-disant F-35 qu'ils nous ont montré, par contre, tac, à un certain moment, elle est coupée. Si j'avais un avion de 5e génération et que j'étais en guerre contre les États-Unis ou Israël, j'aurais intérêt à le montrer. Non seulement à tout filmer, mais aussi à aller retrouver des morceaux à montrer. Non, tout cela, au contraire, n'est pas arrivé. Je vous en prie, Léonard. Tu veux montrer la vidéo? Oui. Alors, la vidéo montre les prises de vue avec une caméra infrarouge. Maintenant, je vais vous montrer. Voilà. Le voici. Vidéo non vérifiée, elle n'est pas authentifiée, mais essayons de comprendre quelque chose. Alors, la grille, nous l'avons déjà vue dans d'autres vidéos d'interception qui se sont ensuite révélées réelles. Ce n'est pas contextualisé, il n'y a ni le lieu, ni la vitesse, ni l'altitude de l'appareil, il n'y a rien. Vous voyez qu'il n'y a aucun numéro de référence, c'est complètement décontextualisé. Il semble que l'interception ait eu lieu en début d'après-midi. Vous voyez une caméra thermique, la forme que nous voyons est compatible avec celle d'un F-35. Nous voyons aussi à l'arrière le panache, c'est-à-dire la trace de chaleur du moteur du F-35 qui laisse tout de même une trace assez nette. Et puis nous avons l'interception qui se fait par un missile. Vous voyez que c'est une ligne avec derrière une sorte de traînée de fumée. C'est la trace infrarouge du moteur du missile. On peut donc penser à un missile solaire à courte portée et à guidage infrarouge. Ici, nous voyons, voilà, cette flamme que vous voyez est la trace infrarouge de l'explosion. De la tête, certainement une ogive à fragmentation qui vient frapper précisément la partie de l'échappement. Donc, cela ressemble à l'interception classique effectuée par un missile à guidage infrarouge. Remarquez qu'ici, vous pouvez voir la sortie classique du moteur, à laquelle s'ajoute une autre latérale. Cela pourrait être une fuite de carburant, d'huile, de quelque chose. Ici, en effet, il semblerait que quelque chose se soit produit. Je vous montre la vidéo classique qui a exactement la même grille, etc. Mais regardez la différence, à chaque fois qu'il nous montrait dans les vidéos. Ceci est l'abattage d'un drone, je crois qu'il est RAID ou d'un drone israélien. Remarquez qu'il vous montre toute la vidéo, ils suivent la cible après qu'elle a été touchée, ils montrent qu'elle tombe en feu, etc. Donc, nous avons une semi-confirmation du côté américain, où ils disent qu'un F-35 a dû atterrir en urgence. C'est un pilote blessé, compatible avec des éclats d'obus, probablement de ce système iranien, qui a endommagé le F-35, mais il n'a pas réussi à... En attendant, cela démontre des choses que nous ne savions pas. C'est un bon encaisseur. Oui, c'est logique parce que de toute façon, si on regarde l'arrière de tous les avions modernes, du côté de la tuyère, c'est protégé latéralement, blindé justement pour protéger de la chaleur. Ce qui surprend, c'est qu'il ne largue pas un F-35, qui ne manœuvre pas, qui vole, qui ne largue aucun type de contre-mesure, aucun type de leurre. Il se prend le missile et l'échappement est blindé, ça aide à protéger l'avion. Il est déjà arrivé dans l'histoire que des chasseurs parviennent à rentrer à la base endommagés par des éclats, à part les A-10, mais c'est arrivé parfois. Ça peut arriver à tout le monde, c'est un bon encaisseur. Oui, c'est possible, on ne le savait pas, mais vu sa structure, on peut aussi s'y attendre. Ensuite, il faudrait voir ce qui a atterri, dans quelles conditions il a atterri. Quel est l'intérêt pour le F-35 de voler aussi bas ? Tellement que probablement un de ces petits camions est sorti d'un endroit, l'a repéré, lui a tiré dessus, donc il n'a même pas eu le temps. Aucune alerte précoce ou quoi que ce soit de ce genre. Parce qu'un F-35 volait aussi bas et aussi silencieusement. Alors, le F-35 dispose d'un système d'autoprotection appelé DAS, Distributed Aperture System. Ce sont des capteurs qui couvrent une bulle à 360 degrés, je crois qu'il y en a 6, qui surveillent tout ce qui se passe autour de l'avion et qui servent justement à identifier les missiles en approche.
Il existe toujours une différence entre la théorie et la pratique, entre l'entraînement et le terrain opérationnel. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Si ce pilote avait eu 50 alertes dans la dernière heure, il en a eu marre et la 51e n'était pas une fausse alerte. Ou alors, plus simplement, un dysfonctionnement du système, ou bien il se sentait tranquille. Je vous rappelle qu'un F-117 a été abattu en Serbie à cause d'une série d'erreurs et de malchance. Alors pourquoi cela ne pourrait-il pas être un autre de ces cas? Et un autre F-117 a été endommagé puis mis au rebut parce qu'il était trop endommagé pour être réparé. Donc, la guerre fonctionne d'une manière, le terrain d'entraînement d'une autre. La théorie et la pratique, nous le saurons peut-être dans quelque temps. Mais toute cette histoire rappelle qu'un chasseur de 5e génération furtif n'est pas invulnérable. Il n'est à l'abri ni d'être abattu, ni d'être endommagé, ni de rien, ni d'une erreur, ni d'un dysfonctionnement. Et son cas, tôt ou tard, il devait arriver qu'un F-35 soit abattu avec ses taux d'opérationnalité, avec ses émissions. Cela peut aussi être dû à une erreur de planification. Ils pensaient que la zone était dégagée, ils l'ont envoyé à basse altitude. Il y a 1000 possibilités. Être furtif, c'est comme mettre un casque à moto, ça te protège la tête, mais ça ne protège pas le reste. Ce n'est pas une armure invincible et il faut s'en souvenir, il ne faut pas mythifier la technologie, même celle de 5e génération. Voilà, voici le schéma du DAS. Et je me limite à dire ceci, nous devons être réalistes, cela peut arriver. Mais d'ailleurs, je me permets, sans savoir combien de sorties ils font, ensuite peut-être aux altitudes où il y a ce risque. Cela pourrait même être une histoire de succès, l'utilisation du F-35 dans ce conflit. C'est-à-dire que nous ne savons pas s'ils effectuent des centaines et des centaines de sorties à une altitude où ils sont effectivement exposés à ces systèmes infrarouges. Un endommagement peut même être considéré comme un succès ou inversement si au contraire les sorties ont été peu nombreuses et effectivement lors de peu de sorties, on a découvert qu'au moins ce système d'alerte de missiles entrants ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, cela pourrait ne pas être un succès, mais je veux dire, pas forcément, je suis d'accord aussi, pas forcément. Sommes-nous face au désastre du F-35? Eh bien, absolument pas, aussi parce qu'un endommagement d'un avion. En réalité, tout nous porte à penser que les sorties sont nombreuses dans ce conflit. Et j'ajoute seulement que, justement, l'une des raisons pour lesquelles le système d'alerte a peut-être pu ne pas fonctionner, qui est justement celui dont il s'agit. Corrige-moi si je me trompe, Léonard. C'est justement celui qui permet aussi l'utilisation optimale des leurres thermiques et le début des manœuvres d'évasion. Donc, le missile doit être détecté à temps. Dans ce cas, il s'agit évidemment d'un missile qui a été lancé, alors que l'avion était soit à moyenne altitude, soit à basse altitude. Là, ce n'est pas vraiment compréhensible, cependant. En somme, ces missiles, d'après ce que je sais, atteignent au maximum 5 km d'altitude ou quelque chose comme ça. Donc, il y a déjà peu de temps après le lancement. Il se peut aussi que ce ne soit tout simplement pas calibré pour ce type particulier de missile, car il s'agit tout de même d'armes indigènes iraniennes qui ont été utilisées. Je pense qu'il n'y a eu aucun résultat jusqu'à présent, ou presque, à l'exception de l'abattage de ces drones. Et il se peut qu'elle n'ait pas exactement les mêmes caractéristiques d'empreinte thermique au moment du lancement que ce qui était prévu, qui sont peut-être celles d'autres missiles russes plus connus, etc., etc., etc. Donc, cela pourrait être un cas où l'on peut simplement tirer des leçons de ce dysfonctionnement et, en substance, ajuster le logiciel. Permettez-moi l'expression pour améliorer l'efficacité future. Donc, cela non plus ne signifie pas nécessairement que c'est un système qui ne fonctionne pas quoi qu'il arrive. Non, absolument, c'est juste. Et c'est peut-être le même problème que les Indiens ont eu avec les PL-15 chinois utilisés par les Pakistanais. Ils ne reconnaissaient pas sa signature infrarouge, radar. La guerre moderne n'existait pas. Le temps. En volant à basse altitude, tu peux aussi le reconnaître, mais s'il t'arrive dessus en 20 secondes. C'est fini. Voyons l'eau de poing. Daniel et Trump a demandé l'aide des Américains. Puis il dit qu'il n'en veut pas, puis qu'il n'en a pas besoin, puis qu'ils font tout seuls, puis qu'ils ne viennent pas. Etc. des Européens. Des Européens. L'Europe ne veut pas être entraînée et nous avons vu Daniel et Trump faire des menaces. Que ce soit du point de vue du gaz, d'accord, il ne veut pas nous limiter. Voyons s'ils aimeront ça si on leur enlève le gaz.
Et je ne sais pas si derrière lui il y a ce revirement de nombreux navires qui étaient destinés à l'Europe et qui sont allés vers les marchés asiatiques de l'autre côté. Comme ça, on fait aussi intervenir Édouard et Lanzara, vu qu'ils n'ont pas réussi à bien protéger leurs bases dans les différents pays du Golfe. D'ailleurs, ils se demandent si ceci apporte de la sécurité ou des ennuis, puisqu'ils sont utilisés comme base de lancement pour les attaques américaines, ce qui les implique plus que cela ne les protège. Je crois que c'est la même question que se posent les Européens. Heureusement pour nous, les Iraniens n'ont pas une grande capacité de frapper l'Europe. Cependant, d'une manière générale, nous remarquons que les Américains dépendent de plus en plus de ces bases. Je ne sais pas si certains politiciens s'en rendent compte, parce qu'il y a Trump qui menace de sortir de l'OTAN, qui peut le faire sans le Sénat, qui dit que nous sommes des profiteurs. Mais au final, ça tourne toujours autour de ça. Pour lui, ces bases sont nécessaires. C'est ce qu'on lui a fait remarquer. Par exemple, l'autre jour, le chancelier allemand Merz lui a dit « Tu peux bien nous insulter, nous menacer, nous faire du chantage, nous désirer, parce qu'ensuite, c'est une relation qui a une attitude presque schizoïde. » En somme, cela peut sembler une banalité, mais ce n'est vraiment pas une attitude digne d'un président des États-Unis d'Amérique, vraiment pas. L'histoire des États-Unis d'Amérique est pleine de présidents qui ont commis des erreurs. C'est aussi l'une des choses que tu remarques dans les podcasts américains. Même ce matin, il faisait une comparaison entre Trump et Bush fils, Bush le fils. Il est allé au Parlement pendant des jours pour essayer de convaincre avant d'attaquer l'Irak. Vu comment ça s'est terminé, il aurait mieux valu qu'il ne convainque personne. Le problème maintenant s'inscrit dans une situation qui, depuis 15 mois, est devenue très grave pour les Européens. Dans le sens où lui, de manière cohérente, cela fait 40 ans qu'il dit ces trucs sur les Européens, des profiteurs, des traîtres. Nous en avons assez de vous. Nous n'avons pas besoin de vous. Ce sont les Européens qui auront besoin de certains de vos invités. J'en ai parlé, ce n'est pas un secret. Par exemple, avec le général Camporini, qui est une personne que j'estime beaucoup. Il me disait, l'Europe, avant d'avoir une autonomie, aura besoin d'au moins 5 ans. Donc, si on prend 5 ans comme période, probablement même beaucoup plus que 5 ans, Trump sait qu'il peut nous gifler et que nous les acceptons. Nous savons qu'il nous les donne. Et tant que nous ne sommes pas capables de nous défendre nous-mêmes, nous devons gérer cela chaque jour, 2 ou 3 fois par jour. Tout à l'heure, vous parliez de Diego Garcia. Je voudrais vous rappeler quelque chose qui, il me semble, a complètement échappé aux médias italiens. Vous savez, il y a 1 an, les Anglais, qui depuis des années doivent abandonner Diego Garcia sur ordre des Nations Unies. Nous l'avons dit au début. Il refusant de la donner, de la faire utiliser alors. Au moins 1 an et demi, 1 an que Rubio avait donné. Le département d'État américain avait donné son accord à Londres pour l'accord de compromis de location de 99 ans avec Diego Garcia qui revient à l'île Maurice. Alors tu dis quelque chose, mais mets-toi à la place de ceux qui ont mené les négociations à Londres. C'est-à-dire que tu as convenu avec les Américains d'une sortie qui sauve les apparences pour que la souveraineté revienne à l'île Maurice, mais en réalité, pendant 99 ans, personne ne va probablement te faire partir, puis il arrive et te dit que tu es un idiot, que tu as mal négocié cet accord. Ensuite, l'Espagnol arrive et il dit « Tu dois me donner les bases en Espagne ». L'autre lui répond « Non, je ne te les donne pas, parce que tu vas faire une guerre ». Et l'OTAN est une organisation défensive. Et donc tu ne peux pas utiliser les bases. Réponse de Trump. Ce jour-là, il lui a dit « Je viens en Espagne et j'utiliserai quand même les bases espagnoles ». C'est-à-dire que tu as toute une série de politiciens qui se sont vus humiliés, bien traités, offensés et ainsi de suite, qui en réalité sont dans une énorme marmite que j'appellerais l'Europe, qui s'appelle l'Union européenne,
seulement sur certains sujets, sur l'antitrust, sur le commerce international, mais pas sur la défense, pas sur la politique étrangère. Je vais donner un exemple. Cela peut sembler banal, mais ainsi nous nous comprendrons tout de suite. C'est comme si, dans les régions italiennes, il suffisait qu'une, la Basilicate ou la vallée d'Aoste, disent non. Gouvernement italien, sur la politique étrangère, nous ne sommes pas d'accord et tu ne bouges pas, ou bien tu ne bouges pas. L'Union européenne dépend vraiment de n'importe lequel des 27 pays. Le cas de la Hongrie est flagrant en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine, car la Hongrie, finalement, en décembre, les avait acceptés en ne participant pas sans prendre de risques. Et comme on vote le 12 avril et qu'Orban veut, il essaie de ne pas se faire renvoyer après 16 ans d'un attentat, pour le faire monter en puissance. Tu as quand même 27 sujets qui ont des pouvoirs souverains. Je vais vous donner un autre exemple. Macron a offert... Nous nous égarons trop parce que je veux terminer en 2 heures, donc je voudrais finir avec le sujet des leçons. Absolument sur l'Europe. Je donne un dernier exemple. Emmanuel Macron a offert la couverture nucléaire à certains pays, comme la Pologne, tant que la France exigera d'avoir une place au Conseil de sécurité de l'ONU, et il ne la cède pas à l'Union européenne, car l'Union européenne signifie que la France, la première, n'a pas l'intention d'avoir une véritable union. Parlons rapidement du Liban parce que, évidemment, au milieu de tout ce chaos, il y a beaucoup d'attaques et de contre-attaques. Et rappelons-nous que cette fois, ils ont donné l'ordre d'évacuer jusqu'au fleuve Litanie. Si je ne me trompe pas, même cela est son découvert. Pour donner une idée, s'il vous plaît, donc il y a... Cette guerre dont on parle peu est éclipsée par le reste. Alors, ceux qui ont suivi Parabellum il y a 2 semaines se souviennent que nous avions dit tout de suite qu'il y avait 2 stratégies, une américaine et une israélienne. La stratégie américaine, selon moi, s'est embrouillée dans une tentative de trouver un compromis. À mon avis, Trump a vraiment besoin de trouver un compromis. Je ne suis pas si sûr que les Iraniens en aient besoin. Netanyahou a un compte à régler. L'astro de Gaza, avec 47 ans de régime des ayatollahs, qui se fixe comme premier objectif la destruction de l'État d'Israël et le Hezbollah. Au Liban, qui est nettement plus fragile qu'avant, mais qui à ce stade devient une proie fantastique au sud du Liban. Parce que l'Iran doit penser à ses propres problèmes. Le Hamas est objectivement en difficulté. Le Hezbollah a été frappé de manière importante, pas de façon décisive, mais de façon importante. La Syrie leur a fermé la frontière la semaine dernière, mais le point principal, c'est qu'au sein du monde politique libanais, même une partie des chiites ont dit « maintenant, ça suffit avec le Hezbollah. Nous avons besoin, nous voulons, nous les êtres humains, au-delà des chiites, des sunnites ou des chrétiens, nous voulons penser à un avenir en tant que Liban. » Donc, d'un côté, le Hezbollah est en grande difficulté, de l'autre, pour Netanyahou, c'est l'affaire de sa vie, c'est-à-dire qu'il entre dans les livres d'histoire. Selon lui, s'il parvient à vider le sud du Liban, il le fera. Ce matin, vous avez vu, ils ont fait sauter 5 ponts justement sur le fleuve Litanie que tu montrais. Quel est le but de faire sauter ces 5 ponts? Tu veux déplacer la population au nord du Litanie, alors tu fais sauter les ponts. À ce moment-là, il devient difficile pour les réfugiés de rentrer du nord vers le sud. Aussi parce qu'ils n'y vont pas. L'autre jour, ils ont pratiquement frappé le quartier général du renseignement, le centre de commandement. Regardez avec quelle méthode, au-delà du fait que vous frappez une cible militaire. Tout autour, il y a aussi des maisons, disons civiles, et ça, c'est vraiment de la démolition. Absolument. Alors, c'est une opération qui ressemble à celle de 82 paix en Galilée. C'est une opération dans laquelle, à mon avis, Israël, attention, l'opinion publique israélienne est presque entièrement d'accord sur cette opération qu'Israël affirme. Chers Libanais, vous, depuis 20 ans, gouvernement libanais, vous auriez dû expulser le Hezbollah.
Libanais, vous n'avez pas eu le courage, la force, ni les moyens de le faire. Maintenant, pour nous, il y a une opportunité, car en ce moment, Israël est de toute façon isolé. C'est quand même une opinion publique qui doit se débrouiller toute seule. Disons-le ainsi, même aux États-Unis, ne sous-estimez pas la division qui est en train de se produire. Il y a aussi une critique envers Israël et elle est très forte aux États-Unis d'Amérique. Alors, et de les mettre dehors. Cet après-midi, vous avez vu, il y a eu un ministre, il me semble que c'était Katz, qui a presque déjà dit qu'ils allaient les expulser au nord des Itani. On garde cette partie-là. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on les renvoie. On prend les Hezbollah. Ensuite, une fois expulsés, les Hezbollah reviennent. Mais tant qu'à faire, la tentation est forte. Ensuite, tu as un front terrible, terrible, qui est celui de la Cisjordanie. En Cisjordanie, il se passe des crimes de guerre, des civils de toutes sortes contre les Palestiniens. Des crimes, ça s'appelle des crimes. Même une partie de l'opinion publique israélienne le dit, parce qu'il n'y a pas de consensus à ce sujet. Alors qu'il y a un consensus pour entrer au Liban, il n'y a absolument aucun consensus pour considérer la Cisjordanie comme une sorte d'abattoir social. Alors, toute cette combinaison, à mon avis, en le connaissant, je l'ai aussi connu. J'ai passé 2 heures seul avec Netanyahou lorsqu'il était ambassadeur d'Israël. Nationalement, c'est un personnage à ne pas sous-estimer. À mon avis, pour lui, c'est l'occasion de sa vie. À mon avis, il ne s'intéresse pas à la façon dont le régime iranien va finir, mais il veut pouvoir dire « Ok, j'ai pris une claque à Gaza ». J'ai donné l'image de quelqu'un qui a trahi le principe selon lequel il a toujours été l'homme qui garantissait la sécurité d'Israël, même en payant le prix. La droite la plus réactionnaire, violant la Constitution. À tout bout de champ, il essaie de clore l'affaire. Ici, il essaie. J'ai l'impression que cette affaire va aussi durer longtemps. Il n'y a pas de trêve. Il n'y a pas de solution. Et c'est justement parce que la société libanaise, même une partie des chiites, en a eu assez. Je vous signale que ce matin, le gouvernement libanais a expulsé l'ambassadeur d'Iran ainsi que des dizaines de fonctionnaires et d'agents du renseignement iranien présents au Liban. Donc, il y a la volonté politique au Liban de se débarrasser non seulement du Hezbollah mais aussi des Iraniens, mais il n'y a pas la force politique, car sinon leur seule alternative serait une nouvelle guerre civile. Et eux, entre le risque d'avoir une guerre civile et de remettre à Netanyahou la solution d'un problème qu'ils ne parviennent pas à affronter et encore moins à résoudre. D'accord, alors mesdames et messieurs, nous reviendrons dans quelques jours pour vous donner des nouvelles sur la guerre en Ukraine, probablement le 27. D'ailleurs, au milieu de tout ce chaos, les Ukrainiens ont attaqué un système russe dans la Baltique qui distribuait plus d'1 million de barils. Donc cela aggrave aussi la crise parce qu'ils essaient évidemment de réduire en somme les profits que les Russes peuvent tirer de cette crise vu la montée coréenne. Je remercie tous nos invités, Léonard Lanzara, Édouard Fontana, Daniel Moreau, et on se revoit le 27, si rien de grave n'arrive. Bonne nuit. Salut à tous.